Je vous propose de commencer par un petit tour de table des intervenants pour vous présenter vous en tant que rôliste et peut-être au niveau associatif, vu le sujet de la conférence. Oui, oui, si tu veux. Qui veut commencer? J'aurais Alexandre? proposé honneur à celui qui parle, en fait. Ah, ça marche, moi je veux bien. Et donc moi, je suis lillois et je fais partie d'une association qui s'appelle les Chevaucheurs de Chimères, qui est en banlieue lilloise, qui a été créée en 96. Moi, j'étais simple usager de l'association en 98-99. Je suis retourné vers les années 2002. Puis à partir de 2002, j'ai commencé à vouloir être bénévole, pas seulement membre de l'association en tant qu'usager, mais être aussi faire du bénévolat pour l'association. Et puis au bout de 3-4 ans, bah, je suis rentré au bureau. Et puis maintenant, ça va faire 10 ans, si ce n'est pas un tout petit peu plus, où j'alterne les rôles de président et vice-président depuis une dizaine d'années de cette association. Voilà. Lionel, tu veux enchaîner? Oui, bah, écoute, vu que je suis à côté de toi dans la mosaïque, je ne sais pas si c'est la même chose pour tous. Donc moi, c'est Lionel. Moi, je suis à Strasbourg, en Alsace. Alors, au niveau jeu de rôle, on va dire que je suis un pratiquant depuis à peu près 15-20 ans. Au niveau de jeux de rôle sur table, murder et jeux grandeur nature. Donc voilà, on pratique beaucoup. On a une communauté assez forte en Alsace. Et là, donc, sur le sujet des associations, en fait, je suis principalement dans deux associations. Donc, une association qui est basée à Strasbourg, qui s'appelle les Forges Monde, qui est une association de jeux de rôle, jeux grandeur nature, qui existe depuis 6 ans, et voilà, qui propose tout un tas d'activités autour du jeu de rôle. On avait organisé un petit peu avant le confinement, on a organisé aussi des rencontres autour du jeu de rôle sur des discussions, comment être un bon MJ, ce genre de choses. Et ensuite, il y a une autre association qui s'appelle Gamers Voice, qui existe depuis un peu plus de 8 ans, qui est basée sur Molsheim, toujours en Alsace. Et là, en fait, on fait du jeu de rôle, mais bon, c'est un peu plus particulier vu que c'est une association de culture geek. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on fait du jeu de rôle, mais on fait aussi du rétro gaming, des jeux vidéo, du cosplay, etc. Donc, ce qui nous permet aussi, quand on propose beaucoup d'initiations à la découverte de jeux de rôle, en fait, d'avoir un public qui est quand même assez large. Et ça nous permet en fait d'être aussi bien avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de rôle et en fait qui viennent d'univers totalement différents. J'avais fait il y a un mois, par exemple, une session d'initiation sur un jeu de rôle Harry Potter. Et j'ai eu 4 personnes, en fait, qui étaient vraiment en dehors de l'univers jeu de rôle, qui venaient complètement d'autres choses. Et donc, ça nous permet quand même aussi de toucher vraiment des publics et d'avoir des joueurs et des styles de jeu qui sont complètement différents. Là, on a à peu près 80 ou 90 joueurs de JDR, on va dire, qui pratiquent au moins une fois par mois, puisqu'on a des tables, on a les initiations, on a des tables assez régulières, donc c'est assez dynamique, et ça nous permet d'avoir voilà, une vision assez intéressante du jeu de rôle. Et je laisse la parole à Alexandre. Eh bien, merci. Pour ma part, donc, eh bien, je suis, voyons voir comment dire ça, j'ai commencé le jeu de rôle maintenant il y a 27 ans. Je suis basé à Tarbes dans le 65. Je suis président de l'association Les Terres d'Ouest, association qui est faite pour faire découvrir, jouer et faire jouer le jeu de rôle, qui a fêté ses 15 ans là au mois de septembre. Association que j'ai créée moi-même, puisque dans la ville où j'habitais, en fait, il y avait une association multijeux, mais qui n'était pas trop axée sur le jeu de rôle à un moment donné où moi, en fait, je suis arrivé et j'avais vraiment envie de continuer dans ce nouveau département mon activité jeu de rôle. Donc voilà, au début, on a commencé, on était un petit groupe, et puis au fil du temps, ce groupe a grandi. Et aujourd'hui, nous sommes alors 45, puisque l'idée, c'est que nous avons souffert hein, de la Covid.
qui a eu un fort impact, mais je pense qu'on y reviendra dans les sujets, qui a eu un fort impact sur la façon de consommer au niveau du JDR des gens. Mais voilà, donc pour ma part, plutôt MJ, ça fait un bon gros bout de temps et je vais très souvent en convention, alors dans le Grand Sud-Ouest, et puis j'essaie de m'ouvrir un petit peu sur Octogone, Eclipse et ainsi de suite. Mais voilà, passif plutôt de MJ Ok. et de président associé. Alors, est-ce que toi, Alexandre, tu pourrais, vu que tu as la parole, Oui, vu qu'on est, cette conférence est pour parler des problématiques des associations de jeux de rôle, oui. est-ce que tu pourrais commencer par aborder, peut-être donner pour toi, c'est quoi les deux plus grosses problématiques que toi tu rencontres et peut-être en prendre une et commencer peut-être à Ouais. dire pourquoi, expliquer pourquoi? Alors, les deux plus grosses problématiques qu'on rencontre actuellement, parce que voilà, les problématiques dans les associations de jeux de rôle, il y en a toujours eu, puisque c'est voilà, avant tout un rassemblement de passionnés, que dès qu'on met des passionnés ensemble, des fois, ça fait des étincelles. Mais actuellement, en ce qui concerne la période actuelle, c'est vraiment la problématique donc, de la Covid, excusez-moi, je coupe le téléphone, et qui est la motivation des gens. On a Ok. vraiment, au niveau des gens, c'est le problème principal. Alors, il y a un problème, tu m'as demandé d'en citer deux. Si je devais en citer deux, je citerais la motivation et je mettrais à côté, même si c'est lié, la problématique d'organisation qui sont liées à la Covid et qui sont peut-être plus liées, on va dire, aux infrastructures, pour bien différencier. Parce que là aussi, avec les mairies et ainsi de suite, c'est devenu un petit peu plus compliqué d'avoir des lieux où pratiquer. Euh, quand même, des deux, je vais quand même d'abord développer celui de la motivation des gens. Donc nous, pour petite histoire, donc cette association Terre d'Ouest qui a 15 ans, on est monté gentiment en effectif au fur et à mesure des années. On a fait beaucoup d'initiations, on a fait des salons, on a fait, voilà, comme beaucoup d'assauts, hein, on s'est diversifié, on s'est montré, on a fait des événements publics, on a participé à des fêtes mondiales du jeu ou autres forums des assos et ainsi de suite. Et on était arrivé à un pool de, on va dire, allez, 70 personnes, hein, on était 68. On avait quelques personnes qui gravitaient, donc on est arrivé avant crise de la Covid à 70 personnes. Et puis voilà, cet incident, si je puis dire, est arrivé. Et à la rentrée là, de septembre 2021, pour l'année 2021-2022, nous sommes redescendus à 45 membres, ce qui fait quand même un petit delta. J'ai bien sûr contacté les personnes en tant que président d'association pour savoir ce qu'il en était. Est-ce que c'était lié à certains facteurs qu'on pouvait, nous, on va dire, maîtriser afin de permettre à ces gens-là de revenir aux tables. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la Covid avait installé chez les pratiquants associatifs une certaine forme d'apathie, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont une espèce de lassitude, alors qui n'est pas forcément liée au hobby, c'est juste par rapport à la situation. La situation a beaucoup usé les gens, nerveusement, hein, tout d'abord, et peut-être même un petit peu physiquement. Il ne faut pas, bien sûr, oublier le côté financier. Et tout cela, mis bout à bout, font que les gens, lorsque vient le moment de reprendre le chemin associatif, de ressortir ses dés et de repartir à l'aventure, mais on en a quelques-uns qui calent au démarrage. Mhm. Discussion fait avec eux, ce sont des gens qui n'ont pas forcément perdu l'envie, mais qui ne se sentent pas la motivation actuellement de reprendre les chemins associatifs. Ils commencent à reprendre tout doucement une vie loin des couvre-feux, loin des obligations sanitaires. Peut-être qu'au niveau de leur travail, la plupart du temps, il y a eu des situations et des mises en place qui ont été difficilement vécues, au niveau famille aussi. Donc les gens commencent à reprendre un petit peu une vie normale et ils ont envie de goûter cette vie normale pleinement, j'ai envie de dire, avant de revenir se remettre dans des salles. Et il est vrai que même si les gens nous disent qu'ils ont toujours l'amour du jeu de rôle et toujours l'envie de pratiquer, bah, on a quand même remarqué que il y a la parole et puis après il y a les actes et on a du mal à ce que les gens suivent l'acte parce que bah voilà, il y a ce mot-là qui est peut-être fort, mais que moi je trouve très juste, c'est ce mot apathie, où vraiment au niveau des gens, il y a quand même une baisse de motivation et d'envie dans l'ensemble, où voilà, on nous dit qu'on a envie de faire du jeu de rôle, on nous dit qu'on a envie de pratiquer, mais lorsqu'on dit aux gens, bah, il suffit de venir, l'association n'a pas été emportée par une tempête, hein, les locaux sont toujours là,
Et là, les gens, en fait, n'ont pas la volonté de monter dans la voiture ou quand bien même de passer sur le forum où s'organise la vie de l'association pour mettre leur dispo. C'est compliqué. Et en plus, il y a certaines personnes où il y a vraiment le fait de se tourner vers d'autres solutions palliatives qui sont notamment, euh, on va dire, le JDR virtuel, qui font que le présentiel a un peu souffert au niveau associatif. Et que même si les deux ne sont pas incompatibles, il faut, enfin, nous, en tout cas, chez nous, hein, c'est avant tout le présentiel qui fait vivre l'association. Et du coup, les nouvelles habitudes de consommation des gens, couplées encore une fois un petit peu à cette apathie générale, fait que on a perdu du membre et donc on a perdu de l'activité. Ouais, et ben pour rebondir sur ce sujet-là, moi on a constaté un peu la même chose dans notre association. On était sûrement on était moins nombreux que vous, plutôt à peu près 25 personnes. Et voilà, il y a eu vraiment une disparition des trois quarts des gens à cause du confinement, à cause aussi du fait que la salle a été fermée sur les 1 an et demi, la salle a été fermée pendant 1 an. Donc, ce qui fait que ça fait disparaître un lieu de rencontre. Les gens se reportent, comme tu disais, sur des outils virtuels après un certain temps. Donc, il y a un moment où ils arrêtent de faire des jeux de rôle parce que c'est plus possible. Donc là, c'est la catastrophe. Puis après, progressivement, ils essayent les jeux de rôle, les VTT, c'est un investissement. Puis on en arrive à ce moment-là maintenant où comment on fait pour retourner à la normale. Toi, tu parlais d'apathie. Moi, j'ai l'impression que le retour à la vie normale, il est un peu compliqué pour tout le monde et que au boulot, il y a des histoires de contraintes, il y a la rentrée, la vaccination, la rentrée scolaire, et le jeu de rôle qui est du loisir bénévole et un peu optionnel, et ben, faut arriver à le recaser dans le planning normal qui arrive, qui revient petit à petit et quand même très doucement, quoi, malgré ce qu'on aurait pu croire, on aurait pu croire l'inverse, hein. Lionel, tu veux continuer? Oui, oui, bah écoute, je vais continuer. Moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, moi, dans mon cas, c'est aussi intéressant puisque, comme je l'ai dit, je suis dans deux associations. Et ce Mhm. qui est plutôt marrant, c'est que j'ai une association, donc les Forges Monde, qui ont malheureusement un petit peu connu ce que vient de dire Alexandre, puisque avant le Covid, alors j'ai pas forcément les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'il y avait entre 100 et 150 membres, quelque chose comme ça. Et, euh, le Covid fait que il n'y a pas eu d'activité. Comme Alexandre l'a dit, hein, voilà, il n'y a pas d'activité, on n'a pas forcément accès à des locaux. Donc forcément, les gens voilà, ne vont pas adhérer, ne vont pas proposer de choses. Les gens ne vont pas forcément se voir. Et c'est vrai que pendant 1 an, l'association voilà, ça a diminué. Je crois que là, actuellement, ça a repris doucement. Il doit y avoir entre 25 et 30 membres à peu près au niveau de l'association. Donc, on voit voilà, une baisse. Mais voilà, l'association propose des choses. Mais c'est vrai que pendant le confinement, ça n'a pas forcément été suivi puisque les gens n'avaient pas forcément envie de sortir. Et puis, il y a l'autre association, donc Gamers Voice. Et là, c'est plutôt marrant puisque avant le confinement, on faisait des initiations jeux de rôle. Donc, on se retrouvait les 2 derniers mois, je crois, avant le début du confinement. On s'était retrouvés avec des initiations où on avait entre 25 et 30 joueurs à peu près qui venaient par initiation sur des initiations qui durent à peu près 6 heures, hein. Donc, c'était quand même. Ça faisait beaucoup de personnes en très peu de temps. On avait 4 sessions à peu près en 6 heures. Chaque session, ça faisait 5, 6 joueurs à peu près par session ou 7. Euh, donc voilà, ça faisait pas mal. Et ce qui est assez marrant, c'est justement, il y a effectivement ce côté apathie chez certaines personnes. Après, il y en a très clairement le côté confinement, le fait de ne pas sortir, ça faisait qu'ils restaient chez eux, ils préféraient faire vraiment des choses en tout petit comité. Et là, pour le coup, Gamers Voice, ce qui est très drôle, c'est que le confinement, j'ai presque envie de dire que niveau jeu de rôle, ça nous a peut-être été plus bénéfique que les initiations, puis ça nous a permis justement de développer le côté jeu de rôle via Discord. Et là, en fait, on Mhm. s'est retrouvé à faire quasiment tous les jours pendant 6 mois. On avait tous les jours quasiment un jeu de rôle
parmi les. Là, on doit être à, je crois, une dizaine de jeux de rôle différents qu'on propose. Donc, on se retrouvait quasiment tous les jours à avoir 4-5 joueurs qui jouaient. Et ça nous a aussi permis, étrangement, en fait, on a augmenté notre nombre de membres par rapport au nombre de membres qu'on avait avant le confinement. Donc, c'est vrai que de notre côté, il y a une association qui a été peut-être plus sur le côté, on reste sur du présentiel et on a ce côté, ben, si les gens ne peuvent pas venir, ben, c'est tout à fait normal que pendant un an, il ne se passe rien. Et puis, il y a une autre association qui, elle est plus partie sur, bah, OK, on ne peut rien faire en présentiel, donc on va aller à fond sur le virtuel. Bon, c'est vrai qu'on a eu de la chance aussi, puisque les premières phases de confinement, les gens étaient demandeurs de virtuel. Hein. C'est vrai que on organise aussi une convention, justement, bah, un peu comme tout le monde. Hein. On organise une convention tous les ans. Et la première convention qu'on a faite en 2020, suite au premier confinement, il y avait un engouement. Et en 2021, on a refait une convention virtuelle puisqu'on a eu des problèmes de salle. Et là, ce qui est très drôle, c'est que quand moi j'ai partagé à des personnes pour faire des tables, pour être MJ, etc., j'avais quand même des réponses de personnes qui me disaient ah, le virtuel, moi j'en peux plus, plus jamais ça. Donc il y a eu un engouement au début. Au bout de 6 mois, ça a commencé quand même à s'essouffler. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Alexandre, il y a la problématique, il faut réussir à trouver le juste milieu. Mais peut-être que d'autres associations comme nous ont su surfer, on va dire, sur ce côté virtuel au début. Et si vous avez bien surfé au début, il y avait quand même quelque chose à faire et une possibilité d'engager des gens. Moi, ce que je trouve super, c'est qu'il y a des gens qui sont venus jouer en virtuel avec nous, qui ont adhéré à l'association et qui sont devenus MJ à leur tour et qui proposent en fait des tables. Et avec la fin des confinements et le retour approximatif avec le pass sanitaire et autres à des activités en présentiel, ben, ces personnes se sont même proposées pour venir là où on allait avant et être MJ en présentiel. Donc au final, c'est vrai que voilà, il y a si on est resté sur du classique, ça peut être ben, perturbant. Et si on a réussi au final à se diversifier sur ce côté virtuel, ben, potentiellement, pour certaines associations, ça a peut-être été aussi un avantage, comme nous, ça a été, hein, puisqu'on on a quand même gagné des membres et surtout, on a gagné des gens qui s'investissent. Et donc, ça, c'est vraiment super. Et je vois, Ouais, Stéphane, que tu veux intervenir. ouais. Alors moi, Lionel, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un peu toi, tu as le cas de deux écoles, quoi. Tu as l'association classique de jeux de rôle. Euh, Peut-être, allez, je vais faire une analyse comme ça à la volée. Peut-être qu'en fin de compte, les gens qui font du jeu de rôle, ils avaient envie de jouer de façon classique. Ils ont pris le Covid, l'isolement plutôt, l'enfermement comme étant une calamité. Alors que toi, ton association avec du rétro gaming et de l'informatique, bah, finalement, vous avez été force de proposition et vous avez proposé bah, votre cœur de métier, quoi. C'est-à-dire faire de la visio, faire du jeu sur Internet, mais en même temps, vous l'avez associé au jeu de rôle parce que c'était aussi une sorte de double activité, quoi. Et les gens que tu as réussi à motiver à faire du jeu de rôle dans ta deuxième assoce, bah, eux, maintenant qu'ils ont le droit de se voir en vrai, bah, ils sont chauds bouillants pour faire des tables en vrai, alors que les anciens rôlistes plus classiques, bah, ils ont du mal peut-être à se remettre de ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a Alexandre qui veut intervenir aussi. Ouais, vas-y Alexandre. Oui, petite réaction à propos de ce que tu disais, là où il y a un point intéressant, c'est que nous, je vois en ce qui concerne notre association, hein, sur le premier confinement, bah, tout était fermé, hein. La seule façon de faire du rôle a été en virtuel et comme Ouais. beaucoup, on s'est dirigé vers des solutions. Alors dans notre cas, ça a été Roll20 couplé avec Discord, hein. Par contre, tu vois, par rapport à ce que tu disais, euh, alors, c'est pas le sujet ici, mais en tout cas, ce qui est intéressant de relever, c'est que tout le monde n'adhère pas à ce côté virtuel des tables. Et nous, on a beaucoup de membres de l'association qui sont des gens qui sont, on va dire, des anciens. Alors, je parle là, en fait, au niveau de l'association, on a une moyenne d'âge qui est plutôt dans les 35 ans. Là, je parle de gens qui avaient 40 et plus, qui ont toujours connu le rôle entre potes autour d'une table, bien souvent accompagné d'un bon repas en plein milieu de la partie. Et là, cette solution dématérialisée qui leur a permis quand même de garder un lien, bah, ça a été terrible, c'est qu'ils ont perdu
quelque chose, c'était cette capacité de vivre la partie aussi sur le non-verbal. Et j'ai beaucoup de membres en fait qui nous ont dit voilà, c'est mieux que rien, mais c'est quand même un mieux qui nous coûte parce qu'on perd beaucoup en sensation. Et pour le coup, ce sont des gens où dès qu'on a eu la possibilité de pouvoir reprendre en présentiel, ça a été compliqué au début de retourner dans les salles associatives, mais bien sûr, hein, on a pu retourner jouer les uns chez les autres. Et ce sont vraiment des gens qui tout de suite se sont coupés du virtuel pour retourner au présentiel parce qu'ils n'y trouvaient pas leur compte. Moi, je pense que c'est un super outil. Il nous a bien sauvés associativement parce que sans cet outil, on n'aurait pas pu garder un lien, on n'aurait pas pu continuer à maintenir l'assaut un petit peu la tête hors de l'eau. On n'habite pas tous dans des grandes villes, hein. Moi, j'habite donc au fin fond du 65. C'est quand même une petite ville hein, comparé à ce qu'on pourrait voir comme Alsace et autres. Et bien, mine de rien, l'outil virtuel nous a permis de garder un contact, de faire en sorte que les gens continuent à s'intéresser du jeu de rôle. Par contre, on a vraiment vu que ce n'est pas un outil qui est fait pour tout le monde. Et dès que les gens ont pu vraiment repasser sur du réel, quel qu'il soit, très vite, ils y sont retournés. Ok, bah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Lionel, est-ce que tu pourrais conclure sur ce sujet du Covid, confinement, et puis peut-être enchaîner sur une des problématiques qui te semble importante pour toi? Alors, pour conclure sur le Covid confinement, je vais juste rebondir sur ce que disait Alexandre avant. Alors déjà, moi aussi, hein, j'habite dans le fin fond du 67. Hein, on n'est pas tous dans les grandes villes. Hein, voilà. Mais alors, c'est vrai qu'effectivement, de toute façon, quelle que soit l'association de jeux de rôle, enfin voilà, en Alsace, on a un écosystème jeu de rôle qui est extrêmement fort et je l'ai vu en fait un petit peu partout, quelles que soient les associations, le faire en virtuel, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Alexandre, par rapport au côté convivial et autres, c'est vrai que nous, on a fait un truc aussi qui peut-être a aidé sur cette partie, c'est simplement qu'on a commencé à organiser des espèces d'apéros virtuels via Discord. Donc, c'est-à-dire que régulièrement, on commençait à faire des apéros. Il y avait 10, 15, 20 personnes. Des fois, on mettait les vidéos. Les gens, ils mangeaient. Et en fait, ça permettait aussi de voir les gens, de discuter. Et après, ça permettait aussi tu discutes avec une personne en lui disant ah, ben tiens, je vais faire une initiation de jeu de rôle, ça t'intéresse de participer, j'ai envie de faire une table, machin, tu connais cet univers, ça t'intéresse, etc. Et c'est vrai que grâce un petit peu à ce côté convivial qui avait été fait via les vidéos, ça permettait aussi quand même de convaincre plus facilement des personnes. Et voilà, au bout d'une semaine, un mois, il y a des gens qui disaient ah, ouais, ça fait 3-4 fois que tu m'en parles, je vais tester, etc. Et là, en fait, on se rend compte que il y a des tables maintenant qui existent quasiment depuis 1 an qui continuent encore à être jouées. Moi, j'ai des tables où j'ai des gens en fait qui sont en présence en Alsace. Donc, on essaye de se retrouver maintenant en présentiel dans des bars pour pouvoir continuer les tables. Et après, si maintenant les personnes, malheureusement, ne peuvent pas se déplacer, bon, ben voilà, ça continue en virtuel. Donc, c'est vrai que peut-être il y avait aussi un côté convivial à donner sur les Discord ou autres pour inciter les gens à jouer. Alors, sur le côté Covid, j'aurais envie de dire, comme je l'ai expliqué, c'est vrai qu'il y a à la limite 2 écoles. Le Covid, ça peut être quelque chose de négatif pour certaines associations et ça peut être quelque chose de positif pour d'autres. Maintenant, il faut peut-être savoir simplement se relancer. Essayer voilà, si vous faites des conventions, si vous faites des activités, essayez de relancer ce genre de choses pour 2022. Moi, je vois des associations qui essayent déjà de planifier sur l'année 2022 leurs activités. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Et de toute façon, c'est en faisant des activités et en étant présent euh, sur des événements ou autres, en fait, que les gens, ils vous verront, qu'ils vont venir et que vous allez pouvoir relancer comme ça la machine, relancer effectivement les anciens, essayer toujours de les inclure, peut-être essayer aussi d'aller chercher des nouvelles personnes, parce que vous l'avez peut-être vu, mais pendant le premier confinement, il y a eu un boom
des jeux il y a eu un boom des achats de jeux. Par exemple, nous, à Strasbourg, je pense que certains d'entre vous connaissent la boutique Philibert. Donc, il y a eu un boom sur la boutique Philibert en achat de jeux. Il y a eu ça pour les jeux de société, mais aussi pour les jeux de rôle. Et moi, je vois justement des personnes qui, il y a 6 mois, 1 an, ne jouaient pas du tout aux jeux de rôle, qui s'y sont mis parce que justement, il y a eu cette phase où on avait le temps de pouvoir jouer en famille. Et donc, je pense qu'il y a le Covid. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a tout simplement l'apparition d'un nouveau marché, enfin un marché entre guillemets, de joueurs et de futurs maîtres du jeu, avec des personnes en fait qui sont encore au début du cycle initiatique de leur vie de joueurs de jeux de rôle, et que voilà, vous pouvez aller chercher en tout cas en présentiel en faisant effectivement des événements, de la communication. Nous, on a développé aussi pendant le Covid, on faisait beaucoup en fait de vidéos live sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube. On faisait des jeux, on faisait des discussions jeux de rôle, etc., des discussions sur d'autres jeux. Donc ça aussi, c'est je pense des choses qui peuvent montrer en fait que vous avez votre expertise, qui peuvent intéresser des gens autour de vous, et essayer effectivement de faire des choses pour attirer les personnes. Donc voilà, je vais clôturer l'histoire du Covid là-dessus. D'accord, bah, tu peux enchaîner sur une problématique qui est importante pour toi dans tes assos. Alors, est-ce qu'on est toujours obligé de parler quelque chose qui tourne autour du Covid, du confinement Non, ou... je pense qu'il faudrait même clôturer le sujet. On en a déjà bien parlé pendant une demi-heure pour passer sur des choses qui seraient valables hors de cette période qui se termine, j'espère. Bah, donc là, je parle plus du tout du Covid. Bon, voilà, on a fini le sujet, effectivement. Après, au niveau des associations et des associations de jeux de rôle, je pense qu'une des problématiques qui peut être assez intéressante, c'est justement la problématique liée autour de la communication. Parce que pareil, si je prends l'exemple des 2 associations dans lesquelles je suis, la création des associations, c'est un peu la même chose, hein. C'est un groupe d'amis qui faisaient des jeux ensemble, alors que ce soit du jeu de rôle, du jeu de société, des jeux vidéo, etc. C'est des gens voilà, qui jouent ensemble et qui, au bout un certain temps, se sont dit si on crée une association pour essayer justement de fédérer un petit peu tout ça autour de nous. Et donc, voilà, peut-être au début, il va y avoir 7, 10 personnes peut-être qui constituent l'association. Bon, en sachant que en Alsace-Moselle, nous, on doit être 7 quand on crée une association, et dans la France de l'intérieur, puisque nous, on vous appelle vous la France de l'intérieur, il faut être que 2. Donc, c'est vrai que quand on crée une association chez nous, il faut être un peu plus nombreux, mais on va dire, au début, c'est 5-10 personnes qui vont créer l'association, c'est des potes. Et après, il y a effectivement comment au final est-ce qu'on fait connaître l'association, comment est-ce qu'on fait vivre l'association, il y a aussi comment est-ce qu'on gère peut-être, là Alexandre parlait qu'à un moment vous étiez presque 70, mais 68 exactement, 68 c'est le Haut-Rhin, comment est-ce qu'on gère tout ça? Donc ça c'est vrai que ce sont des problématiques que je vois aussi dans plein d'associations, et il y a aussi la problématique du renouvellement. Faire vivre effectivement l'association. Alors le renouvellement, ça se pose à la fois sur peut-être le côté maître du jeu, mais aussi le renouvellement en tant que membre du bureau ou de la direction de l'association pour que l'association elle perdure. Donc ça, c'est vrai que c'est une problématique qui existe de toute façon, bon, je pense dans toutes les associations, mais que je vois chez nous. C'est vrai qu'il y a des associations dans le domaine du jeu qui malheureusement ont disparu en Alsace suite au Covid. Voilà, parce qu'elles n'ont pas su se renouveler, elles n'ont pas su montrer qu'elles existent. Donc, il y a cette problématique, peut-être effectivement de la communication, savoir qu'on fait des choses. Alors, je ne sais pas si tu veux que je dise tout de suite ce que je pense, ou si Alexandre a envie, ou toi, Stéphane, vous avez envie de rebondir sur ce que je vais prendre un petit peu la parole, et puis je vais passer à Alexandre sur ce sujet-là. Ce que j'ai entendu, moi, il y a le recrutement des nouveaux. Donc, c'est vrai qu'il faut que ces nouveaux soient capables de trouver l'association. Mais moi, pour être positif, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie énergie, une vraie volonté de découvrir le jeu de rôle. Moi, quand j'ai fait des parties de découverte, d'initiation dans des cafés ou des restaurants ludiques, ou dans des gros festivals à Lille, on a Ludinor,
qui est un gros événement de jeux de plateau avec une super ambiance. C'est vraiment très, très convivial, Ludinor. Et il y a du jeu de rôle là-bas depuis 5 ans, sans compter les 2 années où le festival n'a pas eu lieu. Nous, quand on a commencé à faire des initiations là-bas, on s'est rendu compte que les gens, en fin de compte, ils s'en foutent que ce soit du jeu de rôle. On leur propose une activité ludique qu'on cadre à 2 heures ou à 45 minutes. Ils demandent combien de temps ça dure. Euh, et quand on leur dit que c'est pas du jeu de société, du jeu de plateau, mais que c'est du jeu de rôle et qu'on commence à leur expliquer, ils nous coupent la parole et ils nous disent juste, mais sinon on peut jouer. Et une fois qu'on leur a dit oui, ben, franchement, ils sont à fond pendant 1 heure ou 2 heures et ils en sortent en général ravis. Donc, et à ça, on pourrait rajouter, moi, on a été régulièrement contacté par des gens qui font du théâtre, qui ont entendu parler de ça sur Internet, qui ont fait du World of Warcraft pendant 10 ans et qui, au final, viennent frapper à la porte des assos de jeux de rôle comme si c'était n'importe quelle association de loisirs et qui ont vraiment une énorme curiosité à venir jouer. Et donc, on a l'impression que les nouveaux joueurs, il y en a quand même beaucoup. Et qu'à partir du moment où il y a un moyen d'être repéré sur Internet ou alors avec des partenariats, un café ludique par exemple, ou un magasin de jeux, pour donner un exemple, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent venir jouer. Et après, le second problème, c'est peut-être avoir une organisation ou des maîtres de jeu disponibles pour accueillir ces nouveaux joueurs. Parce qu'un nouveau joueur, ce n'est pas forcément un joueur classique ou un ami ou un habitué qu'on peut inclure facilement dans des parties ou dans une campagne. Voilà, Alexandre, si tu veux enchaîner. Vite fait, oui, bien sûr, sur les nouveaux joueurs. Alors, nous, on n'a pas vraiment la même problématique, même si c'est bien le mot, c'est-à-dire que on a quand même une activité qui nous permet d'aller vers de nouveaux joueurs. Donc, l'association où je suis, notamment là, on fait actuellement du JDR dans 2 écoles. Donc, en fait, ce sont des écoles qui nous ont sollicité pour Ok. venir faire sous support JDR un travail avec les enfants. Donc, par exemple, il y a une école où c'est la communication non violente. D'accord. Et Et en donc en fait, primaire. alors, ouais, c'est du primaire, ouais, c'est du primaire. Ensuite, on intervient aussi dans une MJC, dans des foyers. On intervient dans en fait divers supports avec diverses tranches d'âge. Bien sûr, hein, comme tout asso, on a les petites cartes et puis ceux qui accrochent, en fait, on leur donne pour pouvoir après les retrouver dans un cadre plus, on va dire, standard associatif. Après, nous, la problématique qu'il y a, c'est que on a une façon de pratiquer le JDR dans l'association qui est peut-être un peu, j'ai envie de dire, old school, qui est le fait que les parties durent longtemps. Donc, on joue en moyenne entre 8 et 10 heures par session. Et ce qu'on a remarqué, c'est que sur les nouvelles générations, lorsque on les invite à pratiquer le JDR, on s'adapte bien sûr. On fait des sessions plus courtes, découvertes, hein, du 2-3 heures, quelque chose de plus punchy, où le but c'est de leur faire voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants du jeu de rôle, et de toucher un petit peu à tout sans forcément rentrer dans la matière pour leur donner envie de le faire eux. Par contre, il est vrai que bien souvent, on a quand même ce recul qui est effectué sur une génération ultra connectée qui est beaucoup sur la consommation, où dès qu'on leur dit, bon, écoutez, il y aurait de la place pour vous sur des tables, il y a tel jeu, tel jeu, tel univers où, si tu veux, le maître de jeu est prêt à te faire une place et avec le plus grand des plaisirs. Par contre, dès qu'on leur parle des sessions que l'on fait nous, et il faut être honnête que les maîtres de jeu chez nous ont une façon de consommer où ils dégagent du temps, ils en ont peu. Donc, quand ils font leur partie, c'est peut-être 1 ou 2 fois par mois. Mhm. Mais c'est leur créneau JDR et ils se font plaisir. Parce qu'après, eh bien, ensuite, famille, travail et ainsi de suite. Ouais. Donc, il est vrai que on demande aux gens de s'adapter au MJ et pas au MJ de s'adapter aux gens. Et on a des gens qui, des fois, décrochent parce que 8-10 heures de session, c'est long. Et quand on n'est pas habitué à rester concentré autant de temps sur un sujet, même si c'est du ludique et quelque chose qui leur fait plaisir, ça peut être parfois compliqué. Donc voilà, au niveau des nouveaux, on fait de l'initiation, on fait on va dire des à côté. Au niveau associatif, on a encore des nouveaux là qui sont arrivés récemment, mais il est vrai que sur les jeunes générations, là, on n'a pas un gros ratio
de gens qui restent parce que notre façon de pratiquer, alors là c'est nous, hein, notre façon de pratiquer ne correspond peut-être pas à leurs attentes du moment. Ils ont envie de consommation, ils ont envie de fast and furious, même sur du JDR. Et nous, on est encore des gens qui aimons prendre notre temps, pratiquer parce que c'est notre créneau. Et donc, c'est plus difficile, hein. C'est vrai que dire aux gens, là, il va falloir rester 10 heures concentrés sur la partie, sans être sur Facebook, Twitter, TikTok toutes les 5 minutes, suivre ce qui se passe et tout ça, c'est compliqué. Et quand vous jouez comme ça sur des sessions de 7, 8 heures, Ouais. vous jouez sur quel créneau? Alors, on a deux créneaux, enfin, deux créneaux. En fait, on a trois créneaux dans l'association. On a un créneau le samedi après-midi, on a un créneau le samedi soir et un créneau le dimanche après-midi. Donc, quand vous faites des sessions longues comme ça, c'est quand vous enchaînez partie du samedi après-midi avec le soir, peut-être. Non, parce qu'en fait, du coup, on a la partie, par exemple, celle de l'après-midi, c'est de 13h à 19h. On a le créneau du soir, là, du samedi soir, c'est 18h, 3h du matin. Ah ouais, d'accord. Ok. Et on a le créneau du dimanche qui est 13h, 19h. D'accord. Alors, pour parler des créneaux, moi, le club dont je m'occupe, on a la chance d'avoir la salle le mardi et le jeudi soir. Sur des parties plutôt courtes. Donc, on commence à 20h, mais bon, le temps de se dire bonjour, c'est plutôt 20h30. Et en général, on finit la partie avant minuit. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des parties pour des vieux qui travaillent. Donc, des gens qui ont un métier, une famille et qui se libèrent une soirée dans la semaine et qui vont avoir un travail le lendemain. Et qui donc vont pas pouvoir faire des parties plus longues que ça. Et après, on a notre salle aussi le week-end, à peu près aux mêmes horaires que toi, voilà, samedi total. Et là, dans ces cas-là, en général, les gens qui viennent le week-end ne sont pas du tout les mêmes gens qui viennent la semaine. Ça va être des gens, des fois des gens qui sont plus en famille et qui ne peuvent pas se libérer la semaine, mais qui vont se bloquer un samedi sur 4, un samedi sur 2. Dans ce groupe-là, il va y avoir des gens qui vont donc enchaîner les parties de l'après-midi et du soir. Les parties vont pouvoir être plus longues. Mais nous, on s'est rendu compte que voilà, il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes plages de liberté et que Bien sûr. plus on vieillit et plus le travail, la carrière, la famille, les enfants prennent de la place, plus ces plages sont contraintes. Au bout d'un moment, souvent, quand les enfants sont un peu plus grands ou quand le boulot commence à être stabilisé, ces gens-là, quelques-uns décident de quand même bloquer un espace pour le jeu de rôle. Et voilà, et soit un soir court, soit un samedi long, ça peut leur convenir. Par contre, nous, on trouve quand même qu'il y a une différence, un peu comme tu disais, entre les jeunes et les vieux pour ces raisons-là, hein, plus. Mais il y a aussi l'idée que quand on a 40 ans, on veut que la partie qui a lieu, elle ait vraiment lieu. C'est-à-dire, si on dit 13 heures, il faut vraiment qu'elle débute à 13 heures pile. Et si on dit que la fin de la partie, c'est 19 heures, il faut vraiment qu'elle finisse à 19 heures. Alors que dans d'autres générations plus jeunes, ou même moi, quand j'étais plus jeune en mode étudiant, finalement, on finissait la partie quand on voulait. C'est un peu le bordel. Mais en vieillissant, je trouve que les associations, il faut qu'ils arrivent à offrir ce service de différencier les publics et d'offrir des choses claires pour les deux types de publics. La problématique qu'on a, nous, c'est qu'en fait, comme beaucoup d'assauts, on a des salles qui nous sont prêtées par la mairie, et j'ai envie de dire tant mieux, hein, mais qui sont des salles à créneaux. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas une salle permanente, elle ne nous appartient pas, cette salle. C'est dans un bâtiment où on a la chance de pouvoir avoir une salle par partie. Donc, on a 3 salles qui nous sont allouées. Et par contre, on a 3 salles sur des créneaux bien spécifiques de telle heure à telle heure. Et on ne peut pas, par exemple, nous, la semaine, ce n'est pas possible parce qu'il y a d'autres associations qui sont là la semaine. Et donc, on ne peut pas avoir de créneaux en semaine. On s'est déjà battu pour avoir 3 créneaux le week-end, ça a été compliqué. Mais il est vrai que voilà, on ne peut pas avoir de créneaux annexes. Comme ce n'est pas nos bâtiments, on ne peut pas non plus en disposer comme on veut. On est obligé de se plier au créneau. Et donc, du coup, par rapport à ça, de jouer sur ce qu'il en est. Après, nous, au niveau des gens de la consommation, ça ne les gêne pas, justement, nous, nos quadras à nous, de venir les week-ends, dans le sens où c'est un petit peu leur moment de liberté à eux pour se lâcher, retrouver les copains, parce qu'avant tout, c'est aussi généralement une bande de potes. On se connaît maintenant tous
10, 15, 20 ans pour certains. Et c'est le moment où on se rejoint pour jouer ensemble. Les gens, ils ont besoin aussi de faire des grandes sessions parce que voilà, ils se lâchent totalement, ils s'immergent. Alors, on sait, hein, le temps de bien rentrer dans la partie, il faut toujours une petite heure. Et puis après, on va dire, il y a la décélération, mais entre, ils veulent vraiment, j'ai envie de dire, se mettre une bonne grande session pour avoir leur dose, hein, et faire en sorte qu'après, quand on va attendre la prochaine session, on en ait eu suffisamment pour pouvoir attendre. Alors, la petite particularité, c'est qu'en plus, nous, en fait, on ne joue qu'une fois par mois à un jeu, Mhm. mais on joue tous à plusieurs jeux. Ok. Donc, moi, par exemple, j'ai une partie tous les week-ends, mais je joue à 4 JDR différents. Et tous les week-ends, j'ai une partie. Et en plus, on joue sur un créneau fixe, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis MJ sur Loup-garou l'Apocalypse. La partie a lieu le premier samedi de chaque mois. Alors pourquoi ce choix d'alternance et de créneaux comme ça alors? Parce qu'en un, on s'est aperçu que les gens étaient dans la consommation et qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui de jeux de rôle, hein. C'est plus comme lorsque nous, on a commencé, il y avait 3 bouquins qui se battaient en duel et puis déjà, il n'y avait pas toujours des gens qui voulaient master et il n'y avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un énorme choix ludique au niveau des JDR, des fois même trop. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de JDR qui existent et de possibilités. Et comme au niveau de l'association, on était quand même pas mal, on avait forcément au ratio pas mal de MJ qui disaient moi, cette année, j'ai envie de proposer ça et de le faire jouer. Et les gens avaient envie de pas forcément se cantonner à un jeu et d'y jouer tous les week-ends, ils avaient envie de naviguer sur plusieurs petites choses. Donc, on a pris ce pli qui est presque venu tout seul, où en fait, les gens sont sur trois. Alors, c'est en fonction de leur dispo, bien sûr. Il y a des gens qui ne jouent qu'une partie par mois. Bien sûr, oui. On en a qui jouent 6 parties par mois, c'est-à-dire qu'il y a des week-ends où ils ont partie samedi, partie dimanche, ou samedi après-midi et samedi soir, hein, voilà. Mais en tout cas, on joue tous à plusieurs jeux, mais chaque jeu, on le joue qu'une fois par mois pour tout simplement des problèmes de table, pour éviter qu'un MJ dise voilà, moi ce soir, je fais ma partie. Ah moi, je voulais la faire aussi, on a des joueurs en commun. Mhm. Donc Vous voilà. planifiez. C'est aussi une question de planifier Ouais, les alors ça, tables. je m'en occupe. C'est quelque chose que je fais avec tellement de plaisir, ouvrez les guillemets, chaque année, qui consiste à faire un planning où j'évite tout simplement que des joueurs qui sont sur la même table se retrouvent avec les mêmes créneaux. Jusqu'ici, ça a toujours marché aussi parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs créneaux. Donc une table, je peux la mettre, donc encore une fois, samedi après-midi, samedi soir ou dimanche. Donc je me débrouille pour que les joueurs n'aient pas de partie, de partie sur le même créneau. Et puis les gens aussi, de toute façon, il y en a certains, ils savent que comme ils s'inscrivent sur plusieurs parties, des fois, ils n'auront pas le choix d'avoir, par exemple, 2 parties le même week-end, puis peut-être le week-end d'après rien. Mais bon, ça, c'est autre chose et les gens, ils participent bien volontiers. Maintenant, voilà, pour revenir sur le sujet qui est au niveau consommation, c'est vrai qu'au niveau des gens, on a cette chance d'avoir des bâtiments associatifs prêtés par la mairie, mais qui ne sont pas des bâtiments permanents. On ne peut pas laisser nos affaires, on ne peut pas en disposer comme on veut, on n'a pas de clé. Et on a des créneaux qui sont très spécifiques qu'on se doit de respecter. De toute façon, hein, pour la petite histoire, c'est des ouvertures à badge, par exemple. Donc avant l'heure, on ne peut pas venir genre 1 heure avant pour préparer. Non, non, le badge, il ouvre à 13h, à 12h50, il n'ouvre pas, quoi. Donc on a Lionel, ce... tu voulais enchaîner? Non, non, je voulais rebondir juste sur ce que vous avez dit, sur le côté animation en ayant un local. C'est vrai que bon, si je prends l'exemple de Gamers Voice, donc qui est l'association qui est plus basée sur Molsheim en Alsace, on a un local qui n'est disponible que le dimanche. Ce qui fait que nous, on essaye plutôt d'intervenir dans les bars et d'autres événements. Donc c'est sûr qu'avoir un lieu Mhm. physique, reconnaissable, etc., c'est assez pratique, évidemment, pour venir, hein. Là, je le vois avec d'autres associations qui ont des lieux. Pareil, hein, tous les, je sais pas, premier vendredi du mois, vous savez que c'est là la soirée jeu, etc. Donc les gens y viennent. Nous, après, c'est vrai que pareil, j'ai envie de dire que ce côté un peu faiblesse de ne pas avoir de lieu, on en a fait une force. Parce que c'est ce qui nous a permis aussi justement d'aller démarcher des lieux, de proposer l'organisation de soirées. Et là, en fait, on est en train petit à petit de commencer. On intervient sur Molsheim, sur Mudik, sur Strasbourg, sur Bar, que de villes que vous ne devez pas connaître. Mais voilà, donc en fait,
c'est aussi un moyen au final de se développer. Et c'est vrai que là, je voyais un petit peu dans les messages parler de motivation. Mhm. C'est vrai que je pense que la force au final d'une association de jeux de rôle, ça va tenir sur la motivation des membres actifs, des MJ, etc. Pas juste pour organiser des tables, hein, mais aussi vraiment pour organiser la globalité, c'est-à-dire, comme le disait Alexandre, la planification, Mhm. faire le démarchage, se faire connaître. Et c'est effectivement ça la vraie force et la vraie ressource, je pense, des associations. C'est ça, c'est avoir des gens qui sont capables, pas juste de faire le MJ, mais aussi, alors soit évidemment, tu peux faire le MJ et tu peux faire d'autres choses, mais d'avoir ce côté multi-compétence avec je sais faire le MJ, je sais pouvoir animer des tables, je sais planifier des choses, je sais communiquer, je sais aller chercher des partenaires et créer des choses. Et parce que c'est comme ça que vous faites vivre l'association, qu'effectivement vous faites venir des gens, que vous pouvez recruter, vous pouvez renouveler et que vous avez quelque chose qui perdure. Moi, dans l'association, c'est vrai que je me dis, l'objectif, c'est que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle existe encore. Peut-être qu'elle aura changé de direction, mais au moins qu'elle existe encore, qu'il se passe encore des choses, et pas que ce soit, malheureusement, comme j'ai pu le voir, des associations qui voilà, se créent et au bout de 2, 3, 4 ans après, disparaissent parce que tout simplement, elles étaient liées uniquement à vraiment une ou deux personnes qui tenaient le truc, quoi. Donc, il y a aussi, faut avoir cette capacité aussi de transmettre, justement. Là, on parle de gens qui font les MJ. Les MJ, j'espère qu'ils essayent de transmettre leur passion du jeu de rôle aux joueurs. Et il y a aussi ce côté, il faut réussir à transmettre justement l'association à d'autres personnes, puisqu'on n'est pas immortel. Et après, on a tous des vies. Voilà, il y en a qui peuvent déménager, il y en a qui peuvent se marier, avoir des enfants. Donc, vous n'aurez pas forcément la même capacité à vous investir. Et faut réussir à prendre ça en compte aussi pour que justement ce soit peut-être le plus fun possible aussi pour les gens justement qui s'investissent. De savoir que c'est pas que sur soi que les choses peuvent reposer, c'est quelque chose de collectif. Et voilà, il y a ce côté-là à prendre en compte. Alors justement, moi, par rapport à... Il y a deux sujets que tu as abordés, qui sont deux sujets que je voulais aborder. Je vais peut-être les citer et puis passer la main à Alexandre. C'est le local. À titre personnel, je pense que... Alors toi, tu as cité un exemple où justement, apparemment, tu as le local qu'une fois par semaine et ça vous force à être force de proposition pour trouver des endroits où jouer et à contacter des gens, donc les partenaires. Mais justement, le local, est-ce qu'un local pour un club de jeux de rôle, c'est pas indispensable? Et comment une association fait pour avoir un local, par exemple, une association toute jeune, toute nouvelle, est-ce qu'elle peut se créer si elle n'a pas déjà une solution pour avoir un local? Et comment fait une association sur le long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, pour garder son local? Un autre sujet que vous pouvez aborder en même temps ou après, c'est la différence entre les personnes qui viennent juste consommer du jeu de rôle, ce qui est déjà bien, parce que ça permet à l'association de fonctionner, on va dire les joueurs, et puis ce qu'on va appeler les membres actifs. Les membres actifs qui vont être les MJ, parce qu'il faut quand même les remercier de faire des parties de jeu de rôle, donner de leur temps, de prévoir. Et puis peut-être aussi les membres actifs, c'est quoi la différence entre un membre actif et un simple personne qui fait que passer dans l'association? Alors, je vais pouvoir répondre à tout ça. Par contre, il faudra que tu me répètes les questions au fur et à mesure, parce qu'il y en a eu beaucoup. Bien sûr. Donc, si tu veux, tu peux commencer par le Allez, local. dis-moi la première. Le Ouais, local. le local, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Euh, de l'importance du alors, local et de la moi, façon d'en avoir un? je vais avoir un avis très tranché là-dessus, tout simplement parce que mon expérience personnelle et surtout autour de moi, en fait, moi, j'ai vécu quelque chose qui est très très simple, hein, c'est que donc dans le grand sud-ouest, on est des gens très très friands de conventions. Il y en a à peu près, on a la chance, enfin, il y avait malheureusement une convention par mois. Mhm. On va dire entre Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne et Tarbes, voilà, on va dire dans cette zone-là. Alors bien sûr, il y en avait plusieurs sur Bordeaux et Toulouse, hein, mais bon. Et une chose qui est intéressante, c'est que comme pour moi les rôlistes sont une grande famille, eh bien on parle souvent entre les parties, lors des repas et autres.
Et un sujet qui, au niveau des associations, a toujours cristallisé des tensions et des peurs, c'est le local. Parce que tout C'est vrai. simplement, le local, oui, il fait partie de l'identité d'une association, parce que tout simplement, c'est tout bête, hein, mais lorsqu'on veut commencer à faire parler de son association, l'un des moyens les plus basiques, c'est de faire des cartes de visite. Et c'est quand même bien d'avoir un lieu où Oui, inviter les gens à nous rencontrer. exactement. Bien sûr qu'il y a des associations, et je rejoins Lionel qui a entièrement raison, il faut savoir rebondir, il faut savoir faire un petit peu avec les moyens du bord. Et il y a des gens très débrouillards qui arrivent à trouver des cafés, des ludicafés, peut-être même des ludothèques et ainsi de suite, qui peuvent accueillir. Mais à côté de ça, avoir la chance d'avoir son local à soi, c'est quand même important, parce que même s'il est vrai que à partir du moment où il y a du lien qui se crée, les gens peuvent se rencontrer et tout ça, mais une association, elle a besoin d'avoir une identité. Et le local fait partie de cette identité, car tout simplement, lorsqu'on veut inviter des nouveaux à nous rejoindre, c'est quand même bien plus facile de leur donner Exactement. rendez-vous au local. Complètement d'accord avec toi. Le local C'est où on va pouvoir leur montrer qui on est, ce qu'on fait, dans un cadre qui, la plupart du temps, est un cadre qu'on maîtrise bien. Il n'y aura pas de surprise, je veux dire. Dans un bar ou autre, il peut se passer tout un tas de choses, Mm, mm. en bien comme en mal, hein, mais là, c'est pas vraiment le sujet. L'idée, c'est que le local nous permet d'avoir un endroit maîtrisé où on peut accueillir sereinement les gens, où on peut plus facilement se donner rendez-vous et autres. Et surtout, donc ça, c'est l'exemple où je voulais en venir. Moi, j'ai connu des associations, tout simplement, qui ont disparu parce qu'elles n'avaient plus de local. Mm, mm. Des associations qui, faute de local, n'arrivaient plus à se réunir, parce que jouer les uns chez les autres, ce n'est pas toujours possible. Il arrive un moment où la vie fait que on ne peut pas toujours accueillir chez soi des enfants. On n'a pas tous, euh, alors la chance, entre parenthèses, hein, mais pour comprendre le contexte, d'avoir un conjoint qui comprend notre passion du jeu de rôle, ou alors carrément qui la pratique. Il y a des fois un petit peu le jeu de rôle, c'est la chasse gardée de chacun, et donc c'est quelque chose qu'on fait sur le terrain de sport holistique, hein, donc dans une salle. On ne peut pas toujours accueillir. Et puis, pour tout ce qui est des bars, des cafés et autres, c'est pas toujours évident, hein. Tout le monde ne joue pas toujours le jeu. Il y a certains qui ne sont pas toujours aussi intéressés à récupérer ce genre d'activité. Une partie de jeu de rôle, même si on fait du cours, c'est 4 heures pendant lesquelles on va monopoliser une table. Et donc, peut-être que le Ludicafé ou autre, et cette table, il en aurait bien eu besoin pour autre chose. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Je sais que les partenariats existent et que dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais pour mon avis à moi personnel, puisque tu me le demandes, je pense que disposer d'une salle attitrée, même si elle n'est pas permanente, est un réel bonus pour une association. Et comme je le dis, hein, malheureusement, j'ai connu des associations qui, sans cette salle, tout simplement, ont fini par perdre leur identité et donc perdre leur capacité de rencontrer de nouvelles personnes, de leur donner facilement rendez-vous, et qui ont tout simplement disparu. Alors, c'est une accumulation de petites choses, mais la salle est toujours quelque chose qui est cité par les associations qui ont disparu, en disant que le fait de perdre la salle leur a fait perdre énormément de possibilités, de visibilité, de disponibilité et bien sûr de jouabilité. Tout à fait d'accord avec toi. Et Lionel, t'en penses quoi, toi? Par rapport à la salle, si tu as des choses à dire autres, toujours par Oui, rapport à... de toute façon, oui, hein, je veux dire, il vaut mieux avoir sa salle personnelle, hein, pareil, moi je le vois, les associations qui disposent d'une salle, même de manière hebdomadaire ou mensuelle, ça permet de toute façon de pouvoir programmer une activité, on va dire, qui sera sûre. Effectivement, c'est beaucoup plus simple de jouer dans un lieu, on va dire, qu'on maîtrise avec le décor, l'ambiance, etc. Parce que quand on joue dans des bars, bon, il y a souvent la musique du bar, il y a les autres personnes qui sont présentes. Donc, nous, ça nous est déjà arrivé, hein, de jouer avec malheureusement un petit peu de musique, de rock un peu forte, avec 10 ou 20 personnes qui sont juste à côté. Donc, c'est un petit peu compliqué quand on joue dans les bars aussi, quand on joue et qu'il y a des gens qui n'y connaissent strictement rien et qui nous voient jeter des dés, ce genre de choses, des fois, ils vous regardent un peu bizarre. Voilà. Donc effectivement le côté salle c'est primordial. C'est voilà, si vous pouvez avoir une salle, tant mieux. Après c'est vrai que voilà, si je prends vraiment l'exemple de l'Alsace, hein, il y a des associations qui ont des salles, ça n'empêche pas d'aller
effectivement essayer de développer des partenariats parce que ça permet toujours de se faire connaître. Il y a le côté communication. Par rapport à ce que dit Alexandre, c'est vrai qu'en général, nous, on intervient plutôt sur des créneaux où justement les bars n'ont pas de visiteurs. Donc, pour eux, en fait, c'est vraiment une activité qui va leur faire permettre de faire venir des gens à un créneau où normalement, ils avaient quasiment personne dessus. Alors, quel créneau alors? Nous, là, on a des interventions. Ce serait plutôt le mercredi soir, des samedis après-midi, des dimanches. Après, ça dépend des villes, ça dépend des bars, hein, puisqu'on intervient, comme je l'ai dit, dans plusieurs villes. Mais voilà, c'est un peu les créneaux, le milieu de semaine, et parfois sur des créneaux d'après-midi où, en fonction du bar, ça va être un peu vide. Et donc, ça permet effectivement de faire des propositions d'intervention et d'animer des activités beaucoup plus facilement où le bar il est beaucoup plus réceptif. C'est sûr que s'il est ouvert et qu'en général, on va dire, il va faire 10 clients et que vous avez cette possibilité de peut-être de lui faire venir 10, 20, 30 personnes en faisant une grosse animation de jeu de rôle, voilà, il vous ouvre les portes. Ça, nous, on l'a vu, hein. Même moi, pour rebondir sur le côté communication, ce qui était assez marrant, c'est que en fait, un jour, ce sont les bars eux-mêmes qui ont commencé à nous contacter en nous disant ah, on a vu ce que vous faites, etc. Parce que justement, il y avait notre convention, il y avait des événements sur lesquels on avait été présent. Et en fait, depuis un certain temps, à mon grand étonnement, en fait, ce sont les autres qui viennent nous contacter en nous disant on vous a vu ici, on a vu des vidéos, on a vu que vous étiez présent chez déjà d'autres personnes. Est-ce que on peut se rencontrer, discuter de choses qu'on peut faire? Et en fait, c'est ce qui nous a permis aussi de proposer de nouvelles activités. Donc, moi, je trouve ça, voilà, sur la salle, il faut, si vous pouvez avoir une salle, c'est effectivement ce qu'il y a de mieux. Mais après, moi, je conseillerais aussi quand même d'avoir un côté, essayer peut-être de démarcher des lieux ou de vous faire démarcher par des lieux pour essayer une fois par mois ou une fois par trimestre, essayer d'avoir des interventions dans des bars ou dans d'autres lieux, puisqu'on intervient aussi, on a eu des interventions dans des lieux de type escape game, on a eu des interventions pareil dans des lieux collège, lycée, ce genre de choses. Voilà, donc le fait de pouvoir intervenir sur des lieux en dehors du local, ça permet aussi de créer une certaine dynamique. Mhm. Et si le local disparaît, ça vous permet justement d'avoir peut-être des lieux sur lesquels vous pouvez vous raccrocher temporairement et de pouvoir voilà, vous dire, on n'a plus de local. Peut-être que pendant 2, 3 mois, on va essayer d'augmenter notre présence dans ces lieux qui nous accueillent déjà, le temps de pouvoir trouver un autre local. Voilà. Donc, c'est une espèce de porte de secours que nous, on pratique justement pour éviter voilà, d'avoir toujours un endroit où on pourrait être présent de Mhm. manière physique pour pouvoir être toujours visible, que les gens ils puissent savoir qu'ils peuvent venir nous rencontrer. Ça, je pense que c'est assez important à ce niveau-là. C'est avoir ce lieu physique, le local qui est facilement reconnaissable, mais se dire, comme le disait Alexandre, hein, malheureusement, le local, c'est pas infini. Si vous êtes dans une municipalité, que vous êtes ami avec le maire et qu'après, il y a des élections, il y a le maire qui change et que le nouveau maire, lui, vous aime pas, malheureusement, il y aura des chances que pour une raison X ou Y, on vous dise que le local, il est plus disponible. Donc voilà, il faut prévoir l'avenir et après, c'est toujours intéressant de pouvoir intervenir en dehors de son local. Ça nous force aussi à sortir de notre zone de confort et c'est aussi un très bon entraînement, je pense, pour les MJ, de pouvoir se dire si j'arrive à masteriser dans un lieu que je ne contrôle pas, j'arriverai sans doute à être encore meilleur dans un lieu que je contrôle et ça vous permet aussi de vous développer vous-même personnellement. Ok. Et ben moi, je vais parler un peu de mon expérience de salle. C'est que le club, donc les Chimères sur Marquette, on a créé en 96. On a toujours eu la chance d'avoir une salle prêtée par la mairie de Marquette. Donc, on a eu 4 salles comme ça qui se sont enchaînées de 96 à 2001, ce qui est quand même très sympa de la part de la mairie. Euh,
Alors, en fin de compte, c'est à cause de différentes raisons. Déjà, ça veut dire peut-être qu'on avait des contacts au niveau de la mairie quand le club a été créé, c'est-à-dire il y avait les créateurs du club, ils connaissaient des gens qui étaient à la mairie, au service culturel, et donc la salle, elle a été accordée comme ça. La salle qu'on avait, il y a eu des travaux, des réflexions dans la salle, donc on a pu la garder malgré le fait que des fois, quand on fait des travaux, une mairie fait des travaux dans une salle, elle n'a pas forcément la rendre systématiquement à l'association après parce qu'il y a les cartes sont rebattues. Et puis au bout d'un moment, la salle, elle ferme, elle est détruite. Et là, nous, on a toujours eu la chance d'avoir une mairie qui était au taquet et qui nous a toujours contactés. Même elles, ils ont même pris l'initiative en disant la salle va changer, va devenir une cantine scolaire, donc vous ne pourrez plus utiliser le week-end pour des questions d'hygiène. Et nous, c'était bah, mince, on a tout perdu. Et non, la mairie, là, dans la suite de sa conversation, mais il faudrait qu'on se rencontre pour parler de la future salle que vous pourrez utiliser. Alors, et en fin de compte, nous, on s'est rendu compte que, bah voilà, moi, je pense qu'il faut essayer de, quand on est un club de jeux de rôle, essayer de comprendre quelles sont les salles qui peuvent être utilisées par un club, sur quel créneau, démarcher ces organismes. Donc, en général, on va dire que c'est la mairie, des centres sociaux, des maisons de quartier. Et après, essayer d'entretenir des relations avec elles, des relations de partenariat, des relations de confiance. Et je pense, moi, vraiment qu'une association de jeux de rôle, elle doit avoir une personne ou deux attitrés qui vont être chargés des relations avec la personne, enfin, avec l'organisme, la mairie, qui nous prête la salle. Ça veut dire que la rencontrer une fois par an, donc il y a les vœux du maire, il y a les forums des associations, il y a par moment la mairie, si c'est une petite mairie, qui va organiser des rencontres dans une médiathèque ou des festivals du polar. Et ben, souvent, ils font appel aux associations de la ville pour participer. Un club de jeux de rôle pourrait dire de façon un petit peu hautaine, ouais, enfin, c'est du polar avec des livres, c'est pas du jeu de rôle, pourquoi on participerait? Eh ben ouais, mais si on veut garder sa salle et on veut que la mairie nous garde dans ses tablettes, parce qu'on joue le jeu de la vie associative municipale, eh ben, je pense vraiment que les clubs de jeux de rôle, ils doivent jouer leur rôle d'association de la ville, même si nos membres sont peut-être sur 40 membres, peut-être qu'une personne qui est de la ville. Et en échange, moi, j'ai toujours vu les partenaires bah, renvoyer l'ascenseur et nous prendre au sérieux comme étant bah, l'une des plus vieilles associations de la ville. Et même si on fait du jeu de rôle et qu'il y a très peu de gens de la ville qui font partie de notre association, eh ben, la mairie nous considère comme un vieil acteur de la ville et un acteur bah, qu'il faut protéger, qu'il faut accompagner et dans les changements. Et moi, je conseillerais aux associations de vraiment jouer le jeu de la personne qui prête la salle pour faire une sorte de retour, quoi. La salle, elle peut être gratuite si elle est prêtée gratuitement, mais en échange, il faut que l'association donne des choses à la structure qui la prête. Alexandre, tu veux Non, rebondir? je te rejoins à 100% sur ce que tu viens de dire. Je pense véritablement, et là je suis d'accord avec toi, que les associations ont besoin d'une relation en symbiose avec les mairies dans une relation gagnant-gagnant. Il faut absolument pour les associations qu'elles aient la possibilité d'avoir un lieu qui leur correspond pour pratiquer leur activité le mieux possible. Alors, la petite anecdote, c'est que nous, quand on a commencé, on a demandé une salle à la mairie. Ils ne savaient pas trop en fait ce qu'on faisait, ils ne comprenaient pas le jeu Bah de oui, rôle. Et alors, ils nous avaient donné une salle qui était juste à côté d'une salle où il y avait des cours de cornemuse. incroyable. C'était parfois intéressant, hein, ça pouvait, mais non. c'est, c'est faire sa campagne de Dark Heresy sur un air de cornemuse, ça a un petit côté priceless, mais ça, c'est difficile. Donc après, on a expliqué à la mairie hein, quelles étaient vraiment nos attentes et nos besoins. On a mieux recadré et on a réussi parce qu'on a cette chance, et là je le dis bien haut et fort, on a cette chance d'avoir une mairie qui nous prête gracieusement. Encore aujourd'hui, ça fait 15 ans que donc, l'association existe, ça fait 15 ans que la mairie nous prête gracieusement des locaux gratuits. Et en plus, nous, on a la chance d'avoir une salle par partie. Je sais qu'il y a des associations, des fois, ils ont une salle tout court et puis bah, Ouais, il faut ouais. faire avec la salle. Et même si je sais que les rôlistes sont des gens respectueux, il bah, faut être honnête que trois parties dans la même salle, des fois, ça peut gêner, Ouais, ne serait-ce que tout à MJ qui a fait. envie, pour sa partie, là, il a envie de mettre une petite musique d'ambiance, mais bon, ça devient compliqué. Donc, nous, on a une chance, c'est qu'on a une salle par partie, en plus des salles où on a eu la bonne surprise. Un jour, moi, j'avais parlé à la personne du fait on avait demandé l'autorisation de pouvoir scotcher des trucs au mur. Après, on les enlève, mais pour mettre des cartes, des machins. Et en fait, la personne a dit bah, bouge pas, on va faire mieux, on va vous mettre des grands tableaux blancs.
Et donc, ils nous ont mis des grands tableaux blancs Velleda aimantés. Et c'est juste parfait, quoi. Ils ont été proactifs. Par contre, je te rejoins, voilà, pour revenir sur le sujet. Oui, il faut une relation en symbiose. Et bien sûr que dès que autant se faire se peut, rendre à la mairie par de petites attentions, en étant présent, nous, je sais que par exemple la mairie organise le forum des associations, fête mondiale du jeu et tout ça. Dès qu'on peut répondre à l'appel de la mairie qui dit voilà, on a besoin de partenaires pour un événement, on le fait parce que la mairie est toujours été réglo avec nous. Depuis qu'on a monté l'association, on a eu la chance, encore une fois, je le dis, de pouvoir avoir des locaux dès le début, qu'on a toujours eu, et qui sont des locaux, je veux dire, on a le chauffage l'hiver, on a un parking privé, tout simplement parce que quand on utilise les locaux, on est les seuls, donc on a le parking pour nous, mais mine de rien, voilà quoi, des fois ça peut être la galère. Donc voilà, on a plein de petits avantages et je pense que la meilleure façon de le rendre, c'est Et, de filer un coup de main à la mairie, quoi. et la taille de la commune qui te prête, c'est plutôt une petite commune, une grosse commune? Euh, Tarbes, on est sur du 37 000 habitants. Donc, j'ai envie de dire, pour nous, c'est dans le 65, c'est la plus grande ville, hein. Donc forcément, C'est une alors ville, que, hein, c'est une ville. Hein. oui, 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 oui. Non, mais d'un autre côté, c'est la seule et la plus grande. Après, on est sur des choses beaucoup plus petites, hein. Mais ouais, on est sur quelque chose où on a quand même une infrastructure qui permet effectivement de pouvoir, voilà, le service vie associative de la mairie a plusieurs bâtiments. Et dans l'un de ces bâtiments, on a réussi à avoir les salles gracieusement, encore une fois. Donc, pour nous, c'est très, très chouette, quoi. Ok. Lionel, tu veux dire quelque chose sur ce sujet pour conclure peut-être? Oui, ben je vais conclure ouais, le sujet puisque je pense que tout a été dit. Je vais pas redire ce que vous avez dit. Hein. Pareil, hein, au niveau effectivement des synergies qu'il peut y avoir avec votre mairie, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vais juste conclure sur une chose puisque vous parliez de la mairie. Mais je me suis rendu compte souvent que les associations, elles oubliaient qu'il y avait un autre partenaire indispensable. Et je te vois secouer de la tête, Stéphane. Je pense que tu penses à celui auquel je pense. Ça s'appelle la banque. En fait, c'est vrai que souvent, les associations, de manière générale, elles oublient que ben, vous avez sans doute un compte bancaire Mhm. et que la banque peut aussi être un partenaire. Et effectivement, de la même manière que ce qu'a dit Alexandre, moi, j'inviterais les associations à essayer de rester en contact avec la banque. Là, si je prends Et une ouais. association avec laquelle je suis, je crois qu'en l'espace de 3 mois, on a dû avoir une dizaine d'échanges avec notre banque. On s'est vu 2 ou 3 fois. Enfin, voilà. Et après, les banques, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a aussi le côté partenariat. Donc, c'est pas que une banque qui va vous permettre de gérer votre argent, mais il y a aussi ce côté partenariat et en fonction évidemment des banques où vous êtes, il y a quand même moyen de pouvoir avoir des choses. Alors évidemment, elles mettent souvent à disposition du petit équipement, mais après pour certains cas, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Si je prends certains événements où je suis, des fois, la banque, elle peut mettre 1000, 2000 euros Des grosses directement sommes de quand sa même. poche Mm. pour pouvoir vous aider financièrement sur la réalisation d'un événement. Il y a des événements où on leur file un stand banque. Bon, je ne citerai pas de nom de banque, mais voilà, vous avez pendant un jour ou un week-end une ou deux personnes de la banque qui sont présents pour faire la promo de la banque. En contrepartie, ils vous filent 1000, 2000, 3000 euros. Mm. C'est toujours assez intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'il Très y a intéressant. aussi des choses que vous pouvez discuter avec votre banquier. Bon, pareil, si je prends l'exemple d'autres associations, il y a eu des discussions sur justement l'évolution de l'association, sur la transformation de l'association. Bon, après, ça dépendra de la banque, ça dépendra du banquier que vous avez en face. Mais effectivement, voilà, si vous avez des bonnes relations, ça peut être un plus pour le développement de l'association, pour avoir des aides, puisque c'est vrai qu'il y a la mairie qui va pouvoir vous mettre à disposition le local, pourra Mm. vous mettre à disposition de manière ponctuelle des salles pour faire des conventions. Et puis il y a la banque qui pourra vous aider sur certains sujets d'ordre financier qui peuvent être intéressants. Et c'est vrai que souvent les associations, elles oublient d'avoir aussi des bonnes relations avec leur banque. Ah oui, non, je suis
En plus, il y a une partie aussi administrative, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, une association, ça va avoir besoin de faire des chèques, de faire des remboursements. Quand il y a un euro, il faut que le trésorier aille changer sa signature avec le nouveau trésorier. Les associations de jeux de rôle qui n'arrivent pas à avoir de bonnes relations avec leur banque, enfin, c'est juste des relations normales au final. Bah, tous ces passages-là, ça risque d'être des passages un peu compliqués au niveau associatif, alors que si on a régulièrement un rendez-vous avec son conseiller financier ou sa banque, bah, ça permet aussi beaucoup plus de fluidité. Et quand il y a une convention, bah, ce que tu disais, la banque est prête à mettre quelques centaines d'euros assez facilement avec un logo. Et toi, ce que tu cites, c'est encore plus intéressant pour financer un festival ou une convention. Et dans le cadre d'une commune, c'est finalement la banque qui est juste à côté du club de jeux de rôle, qu'elle participe au festival et qu'elle le finance. Bah, c'est plutôt logique et c'est plutôt au fait que le jeu de rôle finalement devient vraiment une activité comme une autre où même les banques participent. Hein. Au niveau cité, nous on a la chance maintenant d'avoir un local qui est prêté par le centre social de la commune où on est. Euh, et on a été aiguillé par la mairie vers le centre social parce que la mairie n'avait plus de local qui correspondait à des salles de jeux de rôle, pour faire simple. Parce que de plus en plus, les mairies maintenant ont des locaux qui sont destinés à un usage. Destinés à manger, destinés au centre aéré, destinés à une école de musique. Donc, comme elles ont une destination qui est fixe et très qualitative, bah, ça ne peut pas être prêté pour juste accueillir un club de jeux de rôle pendant quelques créneaux en plus. Il faut tomber après sur des maisons des associations qui sont souvent overbookées par des dizaines d'associations. Donc, bah voilà, les centres sociaux peuvent avoir des locaux à prêter et aussi les structures qui peuvent avoir des locaux à prêter, ça va être les logements sociaux. Parce que les logements sociaux, ils ont des obligations d'avoir des salles collectives. Et des fois, ils ne savent pas trop quoi en faire de ces lieux collectifs. Souvent, ils sont un petit peu abandonnés ou prêtés à des structures qui ne les utilisent pas, en fin de compte, qui sur le papier les utilisent, mais dans la réalité, ne les utilisent pas. Donc, il faut arriver à contacter ces structures et avoir des vraies rencontres avec eux pour qu'ils se posent la question de est-ce que mon local est libre ou pas. Moi, j'ai connu aussi des associations qui se sont fait prêter des locaux par des entreprises privées qui avaient leurs locaux de rez-de-chaussée qui n'étaient pas utilisés le week-end dans une sorte de zone commerciale et qui ont prêté pendant un an le rez-de-chaussée avec, on va dire, le lieu de pause des salariés et un espace réunion. Alors après, ça marche aussi par confiance et par copinage, mais et ben voilà, c'est aussi un endroit où finalement une association peut se trouver un local, quoi. C'est une solution. Il y a aussi MJC, FJT, qui sont des lieux où des fois ils sont intéressés d'avoir des assos parce que pour eux c'est coup double. C'est en fait, ils hébergent une association qui va faire une activité Ouais, et ça rajoute une activité au catalogue de ce qui est proposé par les résidents. exactement. Donc des fois ça peut être intéressant. Alors il faut encore y avoir MJC, FJT là où on est, mais pour les associations c'est des bonnes pistes ça aussi. Hein. Et ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, comme on disait, avoir des partenaires, c'est chouette. Hmm. Avoir des locaux, c'est chouette. Ah ouais. Alors là, on a encore jusqu'à 19h50 ensemble, histoire de changer un peu de rythme. On a quelques personnes qui sont encore avec nous. Est-ce que parmi les gens qui sont avec nous, il y a des gens qui voudraient soit poser des questions, soit témoigner sur quelque chose? Je vois qu'il y a un Ben, il y a un Jean-Rémy. Sinon, il me semble qu'il y a des questions que tu avais posées tout à l'heure. On n'a pas forcément répondu à toutes, il me semble. Eh Mais je t'avoue ben, que. Alors, Ben. voilà, Ben, je te laisse commencer, vas-y. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Du coup, je vais me présenter vite fait. Je suis Ben, je préside une association de jeux de rôle depuis 3 ans maintenant. L'association a à peu près 6 ans d'existence. Et je pensais aux relations avec la mairie, le côté donnant-donnant. Moi, la mairie de ma ville, c'est parce qu'ils nous ont proposé de faire une animation pour eux, pour ensuite avoir le droit accès à une salle. Mhm. Sauf que je pense que pour moi, notre petite association face à la mairie, il y a un manque
d'égalité les uns face aux autres pour que ça soit vraiment donnant-donnant, quoi. Pour nous, pour une petite association comme nous, ça demande beaucoup plus d'efforts de mettre quelque chose en place que pour eux. Surtout pour moi, la mairie, je vois ça comme un service public. Alors forcément, il y a du donnant-donnant, mais des fois, quand je travaille avec la mairie, j'ai l'impression plus de travailler avec une entreprise privée qui doit arriver à des objectifs et à une gratification qu'un service public, quoi. Et je dois avouer que ça me frustre un peu. Et j'avais pas l'impression que vous avez cette vision-là. Ce qu'il faut bien comprendre en ce qui concerne une mairie, et là je vais parler en connaissance de cause parce que je travaille pour une mairie, D'accord. c'est que il faut pas oublier que les administrés, tout ce qui est fait par la mairie, il faut être honnête, hein, tout ce qui est fait par une mairie au sujet de ses administrés, c'est aussi quelque part s'assurer que les administrés comment on va dire ça, trouvent que ce qui est fait par la mairie est fait pour eux et que donc, le moment venu, les gens ne se trompent pas de bulletin dans l'urne. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a déjà d'un côté, alors on va pas refaire le match, mais il y a déjà d'un côté où le jeu de rôle, c'est pas forcément quelque chose qui a. Alors, c'est pas une histoire de mauvaise presse, hein. C'est une histoire qu'au niveau d'une mairie, associativement parlant, les gens que tu vas voir dans ton association ne sont pas le cœur de cible des mairies. Il faut bien comprendre ça déjà. Une mairie, même s'elle est là pour tous ses administrés, elle va quand même la plupart du temps avoir un ciblage en direction des gens, on va dire, qui sont soit ce qu'on appelle la population stable, c'est-à-dire en fait les quadras et plus, voire carrément les seniors. Il est vrai que quand tu vois le moyenne d'âge d'une association de jeux de rôle, de base, tu n'es pas forcément la cible de la mairie, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas t'écouter, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'intéresser à toi, ce qui veut juste te dire que oui, il faut être honnête, si tu veux que la mairie s'intéresse à toi, il va falloir que tu fasses un effort supplémentaire. Parce que là où tu vas avoir le club de bridge du coin qui va être composé de 60 vieux, mais ces 60 vieux, ils vont tous voter. Et puis, soyons honnêtes, la plupart du temps, ils ont tous voté pour le maire actuel. Tandis que toi, dans ton association, et je reprends tout à l'heure ce que disait Lionel, si en plus tu as une association où tu demandes une salle, tu demandes de l'aide et que les trois quarts de ton asso est composé de gens qui ne sont pas de la ville, ce qui veut donc dire qu'ils ne votent pas dans la ville, tu es moins intéressant pour cette mairie. Encore une fois, ils ne te snobent pas, ils ne t'ignorent pas. C'est juste que la mairie doit répondre à des besoins et ces besoins ne sont pas extensibles. Et il arrive un moment où, très politiquement parlant logique, la mairie va choisir de chouchouter les gens qui seront dans la politique de la mairie et vont comprendre la politique de la mairie et continueront de voter pour la politique de la mairie. De fait, oui, il est vrai, tu devras faire plus d'efforts, tu devras montrer pas de planche plus souvent, tu devras être force de créativité, montrer que tu es quelqu'un de gentil, propre, bienveillant et souriant, plus que notre association de bridge, parce que eux, ils sont là depuis très longtemps, ils ont peut-être travaillé dans la ville, ce sont des gens qui ont un passif et qui surtout, encore une fois, représentent une population, on le sait, vote massivement là où les plus jeunes générations le moins. Donc, on a moins d'écoute par rapport aux besoins. Donc, Ben, ne baisse pas les bras. Ce que tu as fait, c'est vraiment super. Il faut juste que tu te dises que tu es dans une dynamique où, jeune président d'association que tu es, si tu as envie de la faire perdurer, il faudra que tu sois dans un travail au corps à corps avec ta mairie un petit peu plus présent, parce que pour l'instant, tu n'es pas encore rentré dans cette mairie dans une logique où ton association, avec sa tranche d'âge, représente une représentativité intéressante pour la mairie. Très bien. Merci de votre tour. C'est un plaisir. Alors, si je peux rebondir sur Ben et Alexandre. N'hésite pas. Alexandre et Ben. Moi, je vais juste compléter ce qui a été dit. Je vais même peut-être inverser les propos. Puisque là, Ben, tu disais, vous êtes dans une mairie, on vous demande de faire des activités, et tu avais le sentiment, justement, tu vois, que la mairie ne donnait pas assez par rapport à ce que vous donniez. Moi, je vais prendre l'exemple qui arrivait dans une des associations où je suis, où tout simplement, justement, si tu es une association effectivement qui est jeune, si tu es une association dans laquelle tous les membres ne sont pas forcément
des administrés de la dite mairie, ce qui arrive chez nous, évidemment, tout le monde n'habite pas ou à Strasbourg ou à Molsheim ou machin. Il y a des membres qui viennent d'autres villes, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, du point de vue de la mairie, tu es peut-être moins intéressant qu'une autre association, puisque voilà, vous êtes un peu plus éclaté. Par contre, ce qui peut être très intéressant dans ce cas-là, c'est effectivement à la limite de faire plus, de montrer que tu existes, de montrer que tu es, même si tu n'es pas une association où 100% des membres sont de la ville en question, vous êtes une association qui est dynamique, qui est force de proposition, qui est capable de toucher les habitants de la ville, parce qu'à ce moment-là, si tu es capable de toucher les habitants de la ville sans pour autant que la majorité de tes membres soient de la ville, ça montre aussi à la ville que tu es capable de soulever des gens et que tu es capable aussi d'orienter peut-être des votes. Et si je prends l'exemple d'une des associations où je suis, l'un des membres s'est retrouvé conseiller municipal à un moment. Et le fait d'être conseiller municipal, ça t'ouvre aussi des portes sur certaines choses, puisqu'il était membre de l'association et conseiller municipal. Et donc, il y a aussi, en fait, c'est ce que je disais avant, il y a cette logique, en fait, à avoir quand on est une association, de se dire, il faut être capable de penser, en fait, sur le long terme en se disant, euh, on fait des choses à court, moyen terme, c'est les activités. Et après, sur le long terme, il y a le renouvellement et il y a aussi cette capacité à se dire, ben, OK, on est une jeune association, on nous demande de faire des choses, ben, on va le faire. Si on le fait, on peut même aller proposer des choses justement à la mairie, leur montrer qu'on est capable d'animer la vie de la ville, leur montrer en fait qu'on a en fait un poids dans la ville et peut-être plus tard tu peux avoir justement cette capacité alors peut-être pas forcément devenir conseiller municipal ou même maire mais moi je vois des associations en fait qui deviennent tellement importantes au niveau des villes que elles sont vraiment intégrées dans le paysage municipal, même si le président il peut habiter à 10 km, 20 km, la moitié des membres ne sont pas de la ville, mais en fait, l'association en elle-même est devenue tellement importante dans la ville que ben, ils sont forcément sollicités par la ville pour faire des choses. Quand tu vas demander à avoir une salle, etc., bon, on te le donnera quasiment de manière automatique. On te proposera même peut-être en vous disant ah ben association machin, on aimerait bien que vous fassiez des choses. Et ben au lieu que ce soit juste un service que tu vas leur rendre, ça va devenir plus tard peut-être même quelque chose que vous allez faire en termes de prestations. C'est-à-dire que vous êtes devenu tellement important pour la ville que moi je le vois, hein, il y a des associations, au bout d'un moment, elles disent, bah, OK, on le fait, mais maintenant, vous nous payez 200, 300, 400 euros pour intervenir, etc. Et en fait, ça te permet aussi de pouvoir avoir des revenus. Donc, il y a le fait effectivement d'intervenir avec la ville, ça peut vraiment être intéressant, je pense, pour des jeunes associations, pour montrer votre dynamisme. Et effectivement, si vous réfléchissez sur du long terme, pour avoir cette capacité d'avoir des salles plus facilement, d'avoir des animations plus facilement, au niveau de la communication, d'être plus visible, puisque la ville vous mettra aussi en visibilité accrue face à d'autres associations qui sont peut-être moins dynamiques que vous. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Je vois qu'il y a Alexandre qui lève la main, qui veut dire quelque chose. Très rapidement, c'était juste pour dire un point que j'ai oublié, mais ça peut te servir, Ben, qui n'a rien à voir. Mais il faut savoir aussi que quand une association a du mal auprès des démarches au niveau d'une mairie, sache que tu as des structures, notamment la FFJDR, qui a des gens qui accompagnent les associations pour interagir avec les mairies et trouver des solutions. Donc, ce qui me permet de faire un magnifique point à Stéphane, mais voilà, il y en a qui ont, entre parenthèses, peuvent s'en passer parce qu'elles y arrivent, mais des fois, sache que si vous avez besoin d'une aide, vous avez quand même une structure qui est la FFJDR, qui est quand même une structure aujourd'hui qui compte et qui offre de l'aide et des solutions. Alors, nous, parmi les services, on va faire un petit peu de pub. Il y a l'assurance qu'on propose, c'est-à-dire une assurance quand vous prenez l'adhésion à la FFJDR, parce qu'on est une association, donc il y a 15 € d'adhésion pour une association qui veut devenir membre. Et après, on a 20 € en option en plus pour adhérer à l'assurance. Et donc, ça veut dire que pour 35 €, vous avez une assurance indispensable pour une association de jeux de rôle qui veut avoir un local.
Et aussi une association qui fait des événements ou une association qui va commencer à avoir un certain nombre de membres. Si vous voulez avoir un local auprès d'une mairie, une des premières choses que va vous demander la mairie, c'est est-ce que vous avez une assurance pour le local? Donc nous, notre assurance qu'on propose, qui est une vraie assurance, hein, ce n'est pas nous qui assurons, on a un partenaire avec une mutuelle, donc ça revient à 35 euros. Si vous allez voir la concurrence, ça va vous revenir entre 80 et 90. Donc voilà, financièrement, si vous dites, bah voilà, si nous, nos membres, on leur fait payer 10 euros ou 20 euros à l'année, faites le calcul sur combien il vous faut de membres pour payer une assurance et l'assurance de FFJDR. Et ça tombe bien, parce que notre assurance, elle commence au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc là, on est dans les 2 mois où on va pouvoir la renouveler pour l'année prochaine. Après, nous, ce qu'on peut proposer aussi comme service, c'est aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire, si vous posez des questions sur cette assurance, qu'est-ce qu'elle couvre pas, on peut vous répondre. Si vous posez la question sur juridiquement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas avec une mairie ou un contrat qu'on vous demande de signer, on a aussi des gens qui ont déjà fait ce genre de choses. On a une personne qui est juriste dans l'équipe. On a des personnes qui font régulièrement des animations face à des publics ou des entreprises, donc qui font par exemple de la facturation à des entreprises. On a des gens aussi qui travaillent dans le milieu de l'édition ou qui connaissent des gens qui travaillent dans le milieu de l'édition. On a aussi des contacts avec des illustrateurs. Donc ça, c'est des services qu'on peut proposer à des associations. Et ce genre de service, c'est pour la plupart, hein, c'est gratuit, hein, c'est du bénévolat. Donc ça veut dire que c'est du temps qu'on va passer en échange de mails, en coup de téléphone avec vous. On ne fera pas forcément le boulot à votre place, mais on passera du temps avec vous pour vous expliquer ce que c'est le contexte. Si vous avez eu un problème, comment le régler, et on va donc vous transmettre une partie de l'expérience. Après, ça peut être aussi d'autres associations avec qui on est en contact. Les associations qui participent au Roll Event, par exemple, on peut aussi les contacter et leur dire, voilà, est-ce que vous connaissez ce problématique-là et est-ce qu'on peut vous aider, quoi. Est-ce que dans la foule qui est avec nous, il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions ou des témoignages? Je vois qu'il y a Jean-Rémy, il y a Kertrad, mais qui lui est très connu, mais qui a peut-être des choses à dire. Une personne dont je n'arrive pas à prononcer le nom, le pseudo, je me mouillerai pas, qui commence par un G. Est-ce que ces personnes-là veulent prendre la parole? Est-ce que ça se dit Gémer? Ouais, je ne sais pas. Il y a Gémer et Jean-Rémy. C'est pas les mêmes normalement. Oui, je sais. Alors Jean-Rémy dit qu'il n'a pas de questions. Okay. Tout est clair avec un smiley. C'est chouette. Alors, ce qui est rare moi je ne vois pas qui c'est, mais apparemment il est. C'est un streamer. C'est un streamer qui fait des streams en partenariat avec nous, qui a ramené pas mal d'argent là, grâce à sa communauté à lui, en faisant de la pub pour Roll7. Je crois qu'il a ramené peut-être 200-300 euros avec des streams hier et aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Merci, quoi, quand même. Hein. Bonsoir. Salut à toi. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ouais, très très bien. Ouais. Ok, j'interviens juste, en fait, je profite de vous pour pouvoir avoir le temps de manger entre 2 parties de JDR. Ouais. Et on était en train de rediffuser Studio 42 qui avait un petit problème de son. Donc on s'est dit, au lieu de rien montrer, on va aller sur une conférence. Ça va être intéressant. Et donc je te confirme, oui, on a 250 euros de dons cumulés sur le live qui viendront dimanche se rajouter à la cagnotte du Roll Event, ce qui aidera à la faire monter. Et actuellement, vous êtes retransmis pour 25 personnes ici présentes. Cool. Yo, salut. Bonne conférence à vous. Et bonjour à tous. Bonne conférence, merci. Et moi, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour notre boutique avec des t-shirts qui sont illustrés par les illustrateurs du jeu de rôle Aria. On va pouvoir les acheter que jusqu'à dimanche soir. Après, c'est fini. Ces t-shirts, ils disparaîtront. Donc, ceux qui en auront acheté, ils auront une version collectors pour jusqu'à la fin des temps. Et franchement, trop content que l'équipe qui est derrière Aria et les illustrateurs nous ait permis d'utiliser 2 de leurs illustrations. Trop content. Et moi, je les trouve trop super jolies. Et je suis déjà parti pour en acheter minimum 2, voire peut-être même plus pour offrir. Et tous les bénéfices, c'est-à-dire la marge qu'on se fait sur ces t-shirts, on ne se la fait pas parce qu'elle est reversée directement aux associations. Tu voulais dire quelque chose?
Ouais, bah, je profite de l'événement hein, pour aussi faire la pub. Le 3, 4 et 5 décembre, il y aura le Don des Dragons. Ouais, ouais, ouais. Donc, qui se passe à Strasbourg, qui est aussi dans le cadre du Téléthon. Donc, il y aura un événement physique à l'ARES, mais on sera aussi présent sur Discord avec la partie, enfin avec des jeux de rôle, avec des jeux, etc. Donc, le site internet, hein, c'est Don des Dragons, vous trouvez tout de suite. Moi, j'invite les personnes à nous rejoindre. Il y aura une tombola qui sera faite, une tombola physique et une tombola virtuelle où vous pourrez aussi participer et récupérer des cadeaux. Et il y aura aussi le vendredi soir, donc à partir de 19-20 heures, il y aura la conférence aussi du Don des Dragons qui aura lieu avec un certain David parmi les invités. Alors, je crois que ça doit vous dire quelque chose, ce prénom David. Alors, moi, j'ai une question. Vous organisez le Don des Dragons. Et alors, c'est Oui. quoi la motivation, les motivations qui sont derrière le fait d'organiser, de passer du temps, de beaucoup de temps quand même d'organisation? C'est quoi, pourquoi votre association, elle organise ce type d'événement alors? Alors déjà, le Don des Dragons, c'est pas une association, c'est un collectif qui regroupe plusieurs associations alsaciennes dans le monde du jeu de rôle. Le Don des Dragons, ça existe depuis 19 ans normalement. Donc c'est un événement qui est dans un but caritatif hein, qui a été créé justement pour le Téléthon et c'est un regroupement en fait de plusieurs associations de jeux de rôle et l'objectif c'est pendant 2 jours proposer des tables de jeux de rôle. Donc si je prends les années précédentes avant le Covid, hein, c'est vrai que pendant 2 jours en non-stop vous aviez des gens qui venaient, vous aviez je pense une vingtaine ou une trentaine de MJ qui étaient présents, qui proposaient ça. Et en fait, c'est aussi un moyen un petit peu justement de montrer l'écosystème local dans le domaine du jeu de rôle et de pouvoir faire vivre comme ça, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'événements à Strasbourg et en Alsace qui existent. C'est un des seuls événements justement où les gens ils peuvent se réunir comme ça pendant plusieurs jours. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir réunir toutes les personnes. Et c'est vrai que je pense que, alors je ne sais pas comment ça fonctionne hein, dans les autres régions, mais en Alsace, il n'y a pas forcément de tension entre les associations. Les associations travaillent quand même relativement bien ensemble et c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire l'événement. Donc, c'est le 3, 4, 5 décembre, Don des Dragons. La conférence, ce sera le vendredi 3 à partir de 19-20 heures avec un certain David qui fait partie de la FF JDR et avec l'animateur de cette soirée, ce sera moi-même. Donc, vous pourrez nous retrouver sur le Twitch du Don des Dragons. Donc j'entends que ce festival, qui est quand même assez ancien, 19 ans, c'est respect quand même, c'est à but caritatif. C'est aussi peut-être une façon de se faire connaître au niveau de la municipalité, de se faire de la pub au niveau du département, voire de la région, de créer du lien entre les différentes associations de jeux de rôle qui ont quand même un gros projet ensemble. Donc, c'est avoir un projet comme ça, ça apporte beaucoup de choses. Alexandre, vous, dans votre association, vous avez des projets, même des petits ou des gros projets qui vous servent à quoi? Alexandre, es-tu là? Est-ce que tu nous entends? Peut-être qu'il est parti, Alexandre. Ton micro est coupé, Alexandre. C'est bon, excusez-moi. Je disais oui, effectivement, au niveau de notre association, on a quelque chose. Alors, c'est même pas au niveau de notre association, en fait, puisque à côté de Tarbes, il y a la ville de Pau, dans le 64. Il y a une association de jeux de rôle, et en fait, comme ce sont des copains, eh bien, lorsqu'on a décidé de créer une convention, donc là, on a fait cette année, on a eu la chance de pouvoir reprendre, et on a fait la 11e édition, qui aurait dû être la 12e, mais bon. Et donc, on organise chaque année au mois d'octobre, donc le 3e week-end d'octobre. Hein, généralement, c'était le week-end changement d'heure. Bon, là, cette année, ça a été aussi un peu décalé, mais bon. Le 3e week-end d'octobre, on organise donc chaque année une convention sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Convention 100% jeu de rôle. Alors, nous, généralement, c'est vraiment pour le plaisir de jouer, c'est-à-dire qu'on n'associe pas cette convention à une quelconque œuvre caritative parce que au niveau des dates,
comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans le sud-ouest, il y a à peu près une convention par mois. Donc, on a aussi pris à un moment donné le créneau qu'il y avait de disponible. Et puis, tout simplement, au fur et à mesure, même s'il y en a qui ont arrêté, ce rendez-vous est devenu un rendez-vous qui était fixé dans l'esprit des gens. Donc, on l'a gardé. Mais effectivement, avec cette autre association, donc on a créé une asso qui s'appelle l'Odyssée d'Ouroboros. Ouais. Et on fait chaque année la convention, donc l'Odyssée d'Ouroboros, qui a eu lieu donc, cette année, c'était le 22, 23, 24 octobre. Alors, c'est une petite convention. Hein. Nous, on a généralement une centaine de festivaliers, à peu près 15-20 orgas. Et effectivement, c'est du vendredi 17h au dimanche 17h. Et c'est aussi en non-stop, même s'il faut bien avouer qu'aujourd'hui, la plupart des gens dans les conventions, on prend un an tous les ans et qu'on a de plus en plus de mal à faire demi blanche d'affilée. C'est vrai. Mais ça joue beaucoup, ça joue avec plaisir et on a la chance donc d'organiser un événement. J'en parlerai tout à l'heure. Je suis sur une autre conférence à partir de 22h, là justement, qui parle d'organiser des événements post-Covid. Donc voilà, on fait cet événement, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance, il y a 4 ans, d'aller au Don du Dragon. C'est une très chouette convention, effectivement. J'invite à tous les gens qui ont envie d'aller faire un tour et qui peuvent d'y aller. Bon, nous, on a traversé toute la France en diagonale pour y aller, mais c'était très, très chouette. Donc les conventions, voilà, c'est un petit peu à part hein, du monde associatif. Pour moi, on parle de quelque chose qui est une bulle temporelle à part de tout ce qui peut se faire au niveau associatif. C'est un petit moment privilégié où vraiment les amoureux vont pouvoir se réunir et l'espace d'un temps défini, partagé, que ce soit des scénarios autour de la table, des discussions autour d'un verre ou tout simplement un morceau autour d'un repas. Et généralement, ça forge des liens, des caractères, ça s'échange des informations et puis ça fait vivre en fait cette sphère holistique qui en a bien besoin. Parce que là aussi, hein, encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas forcément pour de la solution dématérialisée. Il y a des gens qui n'ont pas la chance, j'utilise ce mot-là, d'avoir une association pas loin de chez eux. Et bien souvent, les conventions, c'est tout ce qui reste à ces gens-là pour garder un lien holistique réel. C'est vrai. Donc, c'est important. Hein. Puis c'est un côté festif, le mélange d'un truc un peu exceptionnel très comme une festif, convention ouais. festif et lié au jeu de rôle. Il y a des gens qui ne vont pas venir au club parce qu'ils ne peuvent pas, etc. Mais au moment de la convention, ils vont faire l'effort avec un grand plaisir de venir parce que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Exact. Et puis vraiment, ça permet de mettre en lien les gens, de découvrir. Moi, j'ai découvert donc, des gens tout simplement aujourd'hui qui sont des potes de rôle, voire des amis tout court. Et ce sont des gens que j'ai eu la chance de découvrir en convention et qui en plus m'ont fait découvrir des jeux, comme je dis souvent, c'est des jeux auxquels je ne serais pas forcément intéressé, que je n'aurais pas forcément acheté. Et puis après avoir fait une partie, j'ai découvert ce jeu et puis voilà, j'ai bien augmenté ma ludothèque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des gens et au niveau des conventions, c'est vraiment des bulles à part. Moi, je le dis toujours, hein, c'est rien à voir avec vraiment la sauce, c'est quelque chose de complètement d'à côté, mais qui est assez essentiel finalement à notre activité. Après, comme je disais, voilà, hein, la réalité du terrain aussi, elle est là, comme une convention par mois dans le Grand Sud-Est. Aujourd'hui, sur ces conventions, il n'en reste que 4. Les autres ont disparu. Et sur cette disparition, les 2 tiers du temps, hein, la problématique à annoncer est l'épuisement des gens sur l'organisation d'un tel projet. Ouais. Pas toujours un épuisement qui est lié, on va dire, aux difficultés de l'événement lui-même, mais aussi de tous les à côté qui sont arrivés à garder le lieu, tout simplement les conventions. Alors là, c'est encore pire qu'une asso, hein, quand on a la prétention de faire venir une centaine de personnes, de festivaliers. Il faut pouvoir leur garantir un lieu où il y aura toutes les sécurités, où on va pouvoir les faire manger, c'est mieux. Si on a de la chance, même un lieu où on va pouvoir les faire dormir. Sauf que ce lieu-là, au fur et à mesure du temps, les municipalités, tu en parlais tout à l'heure, ce sont des lieux des fois qui sont réaffectés. Ouais. C'est pas toujours évident. Et on a des associations comme ça. Et alors, je parle d'asso. Moi, je vois par exemple sur Toulouse et Bordeaux, ce sont pratiquement celles qui ont disparu le plus vite parce que ce sont des locaux qui aujourd'hui ont été prêtés à autre chose. Les associations n'ont pas pu retrouver de locaux permettant de faire leur événement.
Et puis, ça a disparu. Hein. Et puis, bon, il y a en arrière-plan, mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à parler parce que ce n'est pas tabou. Mais il est vrai qu'il y a aussi, et malheureusement, j'ai envie de dire, un petit peu ce désintérêt du bénévolat au niveau associatif. Ça se voit peut-être moins dans les associations elles-mêmes parce que, comme dans les associations, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour la faire fonctionner, ça marche. Par contre, sur un événement, il y a quand même besoin d'un certain nombre de personnes pour assurer la logistique et il est de plus en plus dur de trouver des personnes qui acceptent de donner 72 heures parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps, il y a l'installation et la désinstallation et que plus on fait un événement long, plus en fait il faut prendre le temps d'installer, désinstaller. Et aujourd'hui, c'est une réalité, c'est pas un gros mot. Il y a comme ça le fait qu'au niveau du bénévolat dans le milieu associatif, quel que soit d'ailleurs le milieu, il y a un recul de l'engouement des gens. Et ce qui fait que lorsqu'il y a quelque temps, on était une équipe de 30, une équipe de 20, puis en plus, comme je disais tout à l'heure, il y a la Covid qui est passée là-dessus et qui a rajouté un petit peu une sauce. Et c'est compliqué d'avoir des gens qui ont envie de rester concernés, même si le projet est beau, même si les gens aiment le projet. Le fait de devoir tout simplement faire garder les enfants, poser des jours de congé, s'organiser au niveau personnel avec son conjoint et tout, il y a des gens où ça pose des problématiques et ces problématiques, quand elles sont récurrentes, il y a des gens qui finissent un peu par lâcher. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Alors, Oui, on va continuer là-dessus. vas-y. On a encore 9 minutes. Je couperai peut-être un peu sec à 57. N'hésite pas. J'en suis désolé, mais on va en profiter jusqu'au bout de l'antenne. Moi, je voulais parler des projets de l'association. Tu en as parlé, hein, bien sûr, dans les conventions. C'était quand même des grosses choses. Moi, un truc que j'aime bien faire dans mon association, c'est éditer tous les 2 ans un t-shirt ou un sweatshirt avec un dessin original de l'association. Donc nous, c'est les chevaucheurs de chimères. Donc en général, c'est une chimère. Et donc, il faut caster un dessinateur. Il faut le payer, parce que c'est la moindre des choses quand un dessinateur fait un dessin original que de le payer. Et ça coûte vraiment pas cher. C'est-à-dire, il y a des gens hyper talentueux qui ont fait les beaux-arts ou qui sont dessinateurs professionnels qui vont vous faire un dessin pour une somme qui est très, très accessible à une association de jeux de rôle. En plus, souvent, ces dessinateurs, quand ils sont professionnels et qu'on leur dit que c'est pour une association de jeux de rôle, ils sont prêts à faire un prix, des fois qui est assez impressionnant. Et au final, on a un échange avec un artiste où on dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien que la tête de la chimère soit un peu plus à gauche, un peu plus à droite. » Donc, on a vraiment le dessin qu'on veut. Et à la fin, donc, pour une somme modique, on peut éditer des t-shirts, on peut éditer des pistes 2D, on peut éditer des kakémonos. Et ça, ces t-shirts, il y a moyen de les vendre à prix coûtant ou même après, ils peuvent nous revenir à 15 €. On peut les revendre à 10 € aux membres de l'association en faisant une perte de 5 € ou même les offrir à partir du moment où la personne paye sa cotisation, vu que c'est quelque chose qui va être fait tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et ça fait un objet, t-shirt, piste 2D, autocollant, qui va vraiment servir de vitrine à l'association. Les gens, quand ils vont se déplacer dans une manifestation ou dans un café ludique, ils ont le t-shirt de l'association et ça arrive même que des conjoints ou des conjointes qui vont aussi avoir le t-shirt en cadeau parce que voilà, il est sympa et ça fait un cadeau. Et ce genre de choses concrètes, ça peut faire une sorte de support ou une sorte de motivation pour l'association. Alexandre? Oui, juste rapidement, pour laisser la main aussi à tout le monde. Par rapport à ce que tu disais, effectivement, c'est quelque chose qui se fait et qui est très sympa. Nous, je sais que cette année, c'est les 15 ans de l'assaut. Donc, en fait, toute personne qui prenait la cotisation cette année, on lui offrait le nouveau t-shirt, puisque, en fait, on a fait faire, comme tu as dit, en fait, on a fait appel à un dessinateur professionnel. On a payé. Il nous a refait, en fait, tout le côté visuel template pour le Facebook de l'association et aussi pour le forum de l'association. Donc, il nous a refait tout le visuel. Et au passage, on a profité, il nous avait fait un visuel qu'on a pu mettre sur des t-shirts. Et en fait, on a aussi utilisé ce visuel sur les pistes AD, vous savez, c'est un petit peu à la mode, ces pistes AD néoprène là.
donc qui sont très à la mode. Et en fait, voilà, les gens qui prenaient la cotisation cette année pour les 15 ans ont marqué le coup et on offrait le t-shirt de l'association, la piste AD de l'association et un set 2D. Très classe, très classe. Et, D'ailleurs, si tu as, un fournisseur pour les pistes AD, je suis preneur. Tu peux me mais l'envoyer je te donnerai ça. en Ouais, MP. ouais, bien sûr. Ça m'intéresse. Et sinon, autre projet qu'on avait fait aussi, vite fait, mais je trouvais ça intéressant, c'est que dans l'association, on a un rituel qui a été instauré par les anciens et on essaie de faire en sorte que tout le monde s'y plie parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que chaque fois qu'il y a une partie qui est jouée, il y a un rapport de partie qui est écrit sur notre forum, Mhm. ce qui fait qu'il y a un joueur, soit qui est volontaire, soit qui est désigné volontaire, pour raconter la partie vue au travers les yeux de son personnage. Ouais. Et il y a quelques temps, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris quelques campagnes qui étaient un petit peu iconiques de l'association. On avait pris tous les rapports qu'on avait donnés à une personne, en fait, qui nous avait fait de la correction et de la mise en page. Ouais. Et on avait vu avec un imprimeur pour imprimer une espèce comme ça de petit. Du coup, c'était format un peu magazine, quoi. Hein, où dedans, c'était quelque chose en 30 pages où il y avait les rapports de différentes parties, où en fait on distribuait ça aux gens quand on faisait des manifestations autres pour dire aux gens, ben voilà, ça se passe dans l'imaginaire et tout, mais on en garde une trace et donc voilà, lisez les aventures des gens qui viennent à l'association. Et on avait distribué ça un petit peu comme une espèce de fanzine. Ça avait beaucoup plu aux gens et puis les membres, eux, ça avait été très intéressant pour eux d'être mis en valeur sur leur écriture. Alors tout le monde n'est pas un écrivain hors pair, mais comme c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, tout le monde maintenant se prend au jeu. Et on avait fait quelque chose d'assez sympathique là-dessus. Et puis ça permet de garder aussi une traçabilité un petit peu de ce qui a été joué dans l'association, quoi. Lionel? Oui, je vais rebondir juste rapidement. Ouais, pour le côté création d'objets avec le logo. Nous, dans Gamers Voice, à un moment, on a simplement décidé de prendre le logo et d'en faire des Teddy. Et donc, on a fait un certain nombre de Teddy avec les pseudos des membres pour être visibles, puisqu'en fait, c'était une demande qui existait depuis un certain temps dans l'association pour justement, quand on fait des activités, ce genre de choses, avoir un outil en fait qui nous rend spécifique et visible lors des événements et qui permet en fait tout de suite d'être vu. C'est un truc qui a été très bien accueilli chez les membres et là, on est en train de réfléchir justement, puisqu'on a changé de logo, à refaire des nouveaux Teddy avec le nouveau logo. Donc effectivement, c'est quand on est dans les associations, je pense qu'à un moment ou un autre, c'est bien que l'association ait des t-shirts, des teddy ou quelque chose qui permet de rendre visibles aussi les membres. Puisque quand vous faites des conventions, souvent, moi, je vois des gens qui ont les t-shirts staff, etc. Ça permet quand même d'avoir quelque chose. Et après, c'est aussi quelque chose que les gens peuvent garder chez eux. Et ça permet aussi de se rattacher à l'association, justement. Donc, c'est toujours un petit plus pour les membres en se disant, ah, c'est bien, j'ai au moins un t-shirt, un teddy, quelque chose qui est stylé. Surtout nous, nos teddy, en fait, on les avait fait pour l'association, pour être vus. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur certains événements où on était présent, les gens venaient nous voir en nous disant, ah, mais il est cool votre Teddy, on peut l'acheter et tout. Donc on ne savait pas forcément quoi répondre aux gens, puisque nous, c'est des Teddy personnalisés avec les pseudos. Hein. Donc là aussi, on s'est dit, est-ce que ça vaudrait le coup qu'on fabrique des Teddy sans le pseudo et qu'on vende les Teddy sans le Ouais, ouais, pseudo. c'est pas bête. Hein. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça qui peuvent être pensées. Alors, on s'approche quand même beaucoup de la fin là. Ça serait. Moi, je me dis qu'après la discussion qu'on a eue, ce serait peut-être intéressant dans le futur, l'année prochaine, de refaire peut-être des tables rondes entre présidents d'associations. Peut-être de le refaire plus tôt, hein, de le refaire pas forcément pour Roll Event, et peut-être de lister l'ensemble des questions qu'on se pose, mais surtout de lister des réponses. Donc peut-être de sortir un document écrit avec les questions qu'on se pose et les réponses qu'on peut y apporter. Et donc de faire peut-être un premier jet de ce document qui serait en réponse collégiale et essayer après de l'améliorer pour qu'il soit après rendu public. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça pourrait être très sympa. Lionel?
Ah, un pouce. Lève-le. Bon, alors là, 19h55, on a encore 2 minutes avant de rendre l'antenne. Moi, je vais en profiter pour faire un petit peu de pub sur ce qui se passe après. Après, il y a encore une conférence. Il y a 2 conférences à 20h et il y a 2 conférences à 22h. Moi, je vais vous parler. Bon, à 22h, il y a du streaming. Il y a une conférence sur le streaming, comment optimiser son serveur. À 22h, je crois qu'il y a Alexandre qui va participer à la conférence sur organiser un événement de jeu de rôle. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, ça va être bien. Tu peux nous le confirmer? Et ça sera déjà très bien. Bon, mais par contre, à 20h, c'est-à-dire là, tout de suite, dans 3 minutes, il y a 2 conférences qui commencent. Il y en a une qui s'appelle Voyager hors des frontières françaises pour voir notre pays par rapport à la pratique du jeu de rôle ou même au monde de l'édition du jeu de rôle, où il y a 4 ou 5 intervenants qui sont donc étrangers. Je pense qu'il y aura des Québécois, ça j'en suis presque sûr, et peut-être une personne aussi qui est en Angleterre. Donc, je vous la conseille. Et il y a une autre conférence très intéressante sur la proximité entre le jeu de rôle, le jeu de société et le théâtre. Et voilà, qui pourrait intéresser des personnes qui ne sont pas forcément rôlistes pour voir un petit peu les jointures qui existent entre les deux. Donc ça, ces 2 conférences, c'est à 20h pile. Donc, il faut vraiment y aller. Et après, moi, ce que je vous invite là maintenant, si vous avez fini la conférence, si vous n'avez pas encore fait de dons ou pas encore acheté de t-shirt, bah, c'est vite aller le faire tout de suite avant qu'il soit trop tard. Et si vous avez déjà acheté des t-shirts et déjà fait des dons, c'est aller sur vos réseaux sociaux et puis faire une petite pub pour ce qui se passe au Roll Event demain, samedi, parce que demain, ça va être une grosse journée. C'est sûrement la journée où il y aura le plus de tables de jeux de rôle et où il y aura aussi le plus d'animation. Donc, c'est peut-être le moyen d'attirer des gens que vous connaissez en vrai ou par les réseaux sociaux sur le samedi. Qui sera l'avant-dernière journée du Roll Event. Eh ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Avec grand plaisir, voilà. Râlez moins, jouez plus et faites-vous plaisir. Et ouais, ça marche très, très bien. Lionel, un dernier mot? Le 3, 4, 5, le don des dragons. Eh ben ouais, tu nous Nous envoies. suivre sur Discord, sur Twitch si vous n'êtes pas à Strasbourg. Ouais. Et si vous êtes à Strasbourg, vous pouvez venir en présentiel à l'ARES. Voilà. Tu nous envoies une pub mardi et puis on la diffuse sur le Facebook de la FFJDR. Ok, super. Eh ben, plein de bisous et plein de parties de jeux de rôle.